Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chef de repas bataille et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M pour vous présenter la saison 2022 de Warhammer 40 000 version 9 avec la partie Chapter Approve, modification des coups en points. Donc Game Workshop nous sort cette semaine le Chapter Approve 2022. Il y a 2 bouquins à l'intérieur justement du petit lot. Une partie qui va reprendre les changements des règles et aussi les scénarios et les objectifs secondaires et ainsi de suite. Sur cette vidéo, on va se focaliser sur les changements des coups en points. Bien évidemment qu'on va aussi parler des impacts qu'il va y avoir au niveau des détachements et ainsi de suite. Pour rappel, ici on va parler des changements de coups en points, mais ce qui définit comment on gagne ou on perd une partie, c'est bien évidemment comment on marque des points. Le plus gros changement qu'on va avoir au niveau finalement justement du rééquilibrage en plus des changements de coups en points, c'est le fait qu'un détachement ne peut inclure que du mono-chapitre par rapport à ça. Et c'est aussi là-dessus qu'on va se baser pour spéculer sur justement les changements qu'on va apporter ces coups en points. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des changements de coups en points versus finalement les scénarios? En fait, comme tu viens de le dire, en fait, il faut voir les deux ensemble, puisque les scénarios, c'est clairement ce qui définit comment on va construire sa liste, puisqu'on construit une liste pour gagner. Pour gagner, il faut marquer des points. Pour humilier. Perso, c'est pour t'humilier. C'est vrai. Je me dis, là, je vois un Rider, je vais lui rider dessus. Et tu y arrives bien. Et souvent, tu y arrives bien. C'est un travail, tu sais, c'est à temps plein. Je suis payé pour ça. Moi, ce que je note par rapport à ça, c'est les changements de coups en points sont un petit peu décevants. Mais encore une fois, quand tu le vois en overall avec justement le paysage mono keyword détachement, c'est-à-dire pas d'ultramarine allié avec autre chose, pour les ultramarines, limite on s'en fout parce que l'ESM avait vocation à n'être joué en tout cas que en mono chapitre, sinon tu perdais ta méga doctrine. Mais par exemple pour la Sista, c'est quand même un gros nerf. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi la vision globale de Game Workshop qui est de se dire que les derniers codex qui sont sortis te forçaient déjà à jouer mono chambre, mono host pour les custodes d'AS, mono cul pour justement les culs de Gene Stealer ou mono 7 pour les taux. Sinon, tu perdais l'intégralité de tes règles. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont une vision globale. Ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'ils ont aussi 6 mois de retard par rapport au méta et que le Covid a un petit peu impacté les choses parce que quand tu vois, par exemple, les modifications du Tyrannide, ça se voit qu'ils n'ont pas pris en compte leur X supplément, que ça soit le White Dwarf ou alors le Caradron. Et c'est là où je trouve que, on reste un petit peu sur notre fin. On sent qu'ils sont dans un petit papier et que ça mériterait un petit peu plus de réactivité de leur part avec justement de la digitalisation de ce genre de mise à jour pour être plus réactif. Je pense que tu as tout dit, effectivement. On sent qu'il y a un décalage entre la méta actuelle et certainement cette méta de début d'année par rapport à ce qui est sorti. Sur l'équilibrage en points, c'est vrai qu'il y a peut-être certaines déceptions où on aurait espéré que certaines unités peut-être encore un peu plus en points pour que certaines armées remontent un peu plus haut. Ou descendent. Ou descendent. À voir aussi également. Maintenant, effectivement, c'est un rééquilibrage dans les codex. Ce qui est aussi difficile à lire aujourd'hui, c'est l'impact des coups en points avec les nouveaux scénarios et les nouvelles listes qu'on va sortir. Puisque là, on a encore une vision qui est encore très liée aux scénarios comme on les joue, avec les primaires comme on les joue aujourd'hui. Vous allez le voir, ça a tout changé. Donc, est-ce que finalement Games Workshop a pris aussi en compte tout ça et les coups qu'ils nous ont mis, c'est en pensant aux tables, aux scénarios et que finalement il y a une forme d'équilibrage qui va arriver ou pas? Ça, c'est difficile à le dire aujourd'hui. Maintenant, là où je te rejoins totalement, c'est qu'il y a des armées qui sont très fortes comme le Tyrannide, qui n'a pas été trop impacté, on va le voir, hein, c'est pas une surprise, et on se demande un peu où est le Tyrannide dans ce début d'année quand même. Yes. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que quand on va parler justement de ce fameux équilibrage, il faut imaginer qu'il y a des différents cercles de jeu. Et au sein même des compétiteurs, quand on regarde dans le monde, on a aujourd'hui 3 façons de jouer. On a l'utilisation des layouts, c'est-à-dire en fait des patrons de table Game Workshop. On a les patrons de table WTC pour le circuit World Team Championship qui est principalement quand même européen. Et on a toujours pour le continent américain, et on voit que Game Workshop s'est vachement basé là-dessus pour équilibrer son jeu, où eux ils utilisent les patrons Game Workshop et aussi les patrons ITC, en fait, donc fait par Frontline Gaming, où pour le coup, on est un peu plus proche du WTC avec des tables un peu plus symétriques. Où là, pour le coup, il y a une game avant la game, puisqu'en fait, ce sont les joueurs qui font leur table, avec bien évidemment un nombre de décors qui est imposé quand même. Mais on voit quand même qu'il y a 3 façons justement de rééquilibrer le jeu, et c'est là aussi c'est intéressant de savoir justement quelle méta va être dominée par quelle méta. On découvre ici les changements de coups en points, vous allez voir que des fois il y a des petites ratures, puisque on a déjà fait l'exercice de vous montrer qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a pas augmenté. Ce qui est un petit peu dommage avec ce Chapter Approve, c'est que quand on regarde par exemple la version Edge of Sigmar, il y a des petites étoiles sur là où il y a des changements de coups en points. Là non, il faut vraiment à chaque fois faire le delta. Donc il y a des fois où il n'y a pas du tout de changement. Là si on se focalise donc sur le Space Marine, on voit que les seuls changements de coups en points vont être sur le Primaris Chaplain en moto, qui lui va prendre 10 points. Ensuite on voit que le Redemptor Dreadnought a aussi pris 10 points.
c'est normal, hein, le méta Dreadnought qui faisait le -1 dégâts et ainsi de suite était très fort. On voit ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une tentative de refaire venir au devant de la scène certains véhicules, notamment les speeders Primaris, puisque on a le Storm Speeder, Hellstrike, Hammerstrike, Thunderstrike, qui ont perdu chacun 10 points. On a aussi le Gladiator, tous les gladiateurs ont perdu 15 points, donc c'est génial. Mais ce ne sont pas des figurines qui ont le mot-clé base, donc pas synergisables. À voir si ça suffit, on va en parler un petit peu après. On a aussi des Centurions Dévastateurs qui ont perdu 15 points, mais on rappelle que ce qui a flingué les Centurions au niveau justement de cette V9, c'est le fait qu'ils ont perdu le mot-clé corps. Donc à voir si ça suffit. Et derrière, donc, ce sont les seuls changements qui sont appliqués au Space Marine multi-chapitres. Et après, on fera un petit focus justement chapitre par chapitre. Côté Forge World, on va quand même se le faire maintenant, parce que ça fait partie, on va dire, intrinsèquement de ce qui va être jouable ou pas. Il faut noter que l'intégralité des Vulkits, donc des Contemptors Dreadnought, ont pris 10 points. Ça fait quand même donc 20 points de plus par Vulkit. Ça fait qu'on passe de 140 à 160 points, quand même, pour ces petits Dreadnought. Ça fait mal. Côté autre changement par rapport au SM générique, on voit que l'Astraeus a perdu 75 points. Bon, il est à 600, il est 675. Je sais pas si ça, on va vraiment parler de méta, mais en tout cas, donc, à garder à l'esprit que les Dreadnought prennent 10 points, voire 20 points, en tout cas, pour les doubles Vulkits. Et notez aussi que par rapport au dernier codex, à voir ce qu'il fallait prendre en compte, c'est-à-dire le MK2, c'est-à-dire le Chapter Approved MK2, où les Lord Raiders étaient déjà à 265, alors qu'en fait, dans leur codex, notamment pour le GK, c'était à 280. Est-ce qu'on implique ou pas les -15? On s'en fout. Là, on va les jouer à 265. C'est à prendre en compte dans le méta overall. Est-ce que ça va le jouer? On ne sait pas. Donc, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, mais au moins, voilà, on a une vue globale de ce qui a baissé pour le SM aussi côté Forge World. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas une énorme surprise sur les augmentations de coûts en points. Ils ont pris, en fait, les unités les plus jouées, aujourd'hui chez le SM, et bien celles-là, elles ont un prix tarif, sauf les vétérans Vanguard, qui, eux, sont quand même beaucoup joués. On le rappelle, hein, c'est ceux qui ont joué avec un bouclier tempête et une griffe éclair, qu'on voit dans beaucoup de listes, voire toutes les listes, et celles-là, ils n'ont pas bougé. Donc, ils sont passés un peu entre les gouttes, donc tant mieux pour eux. Sinon, comme tu l'as très bien dit, le Chaplain Moto, on le voyait très souvent, voire tout le temps, il prend en points. Les Dreadnought, qui sont très forts, qui étaient très forts, ont pris en points, que ce soit le Forgeron ou le normal. À la fois, c'est logique parce que ce sont les unités les plus vues, en tout cas en tournoi. Après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que j'ai le sentiment que le SM, il pâtit un peu du Black Templar, qui aujourd'hui joue ces unités-là, notamment les Dreadnought et le Chaplain Primaris à moto, qui sont des unités très fortes au Black Templar, parce qu'on le rappelle, on gagne 5+, invulnérable, et ainsi de suite, et que dans le méta global américain, ça reste une armée SM qui est capable de bien gagner et de monter assez haut dans les tournois. Il y a aussi l'Iron Hand, qui est bien placé aujourd'hui dans les tournois, capable de monter avec certains dreads, notamment les dreads Vulkit qu'on voyait dans beaucoup de listes, voire toutes les listes. Donc on a un peu le sentiment que ces top listes, ou en tout cas ces top listes SM du moment, ont pris tarif avec ce chapter approuve. Le problème pour moi qu'il y a derrière, c'est que si on prend tous les autres SM du jeu, qui sont quand même assez en dessous aujourd'hui, je veux dire, quand on joue, j'en sais rien, on va dire IF, quand on joue Ultramarine, c'est pas les listes les plus compétitives, pour autant c'est les mêmes coups en points, parce qu'il n'y a pas de distinction aujourd'hui chez le SM, hein, c'est pas plus 10 parce que tu joues Black Templar. C'est peut-être la faille d'avoir mis des suppléments d'un codex. Exactement, et donc pour moi c'est là où c'est un peu dommage, c'est-à-dire que d'un côté, sur ces grosses listes qui ont été impactées, bon bah elles vont peut-être changer d'autres choses, et si on joue Black Templar, on va peut-être jouer un peu différemment. Après les coups en points, notamment sur la dread, c'est que 10 points, donc en gros ça va être 20 points, 30 points de différentiel, c'est pas non plus énorme, peut-être qu'on va les retrouver ailleurs. Je t'assois sur les serviteurs en gros. Dans la liste, les listes quasiment ne changent pas. C'est là où, excuse-moi, mais je trouve que on commence par le SM, c'est très bien. Le SM a toujours été normalement un gate, la médiane en fait justement des autres codex qui nous permet d'équilibrer. Sauf que là, on commence à avoir un premier symptôme au sein de ce chapter approve, c'est que c'est un équilibrage intra-codex mais pas multi-codex. Voilà. Là, bah, t'as bien résumé ce qu'on va voir par la suite, et c'est là où moi j'ai un petit c'est la fin David. Non mais c'est là où moi j'ai un petit arrière-goût de déception, parce que globalement le SM aujourd'hui, quand on compare à certaines listes du moment, hein, on va pas reprendre le Drukhari, mais il y a l'Orc, il y en a pas mal des codex qui sont même relativement forts aujourd'hui, on se dit que le SM au global, il y a peut-être 10% de trop, ne serait-ce que sur ses troupes, parce qu'il paye des troupes assez chères par rapport à d'autres, qu'on est obligé d'avoir au bout d'un moment pour garder un point. On aurait peut-être espéré que certaines troupes payent un peu moins cher pour investir dans des troupes un peu plus élites et avoir plus d'impact, ce qu'on n'a pas là. Donc globalement, alors on va le voir, l'Orc, il a quand même des coûts qui ont été augmentés, le Drukhari, sans trop le leaker, il n'a pas beaucoup bougé. Donc globalement, il a été de toute façon leaké par Game Workshop, puisque la data slate du mois de décembre était, et ça a été annoncé par Game Workshop, il n'y a pas de transformation. De toute façon, c'est clairement le data slate qu'on retrouve dans le livre. Il n'y a aucune modification pour l'ADNEC et le Drukhari. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les coups en points, pour moi, ça ne va pas changer la méta aujourd'hui du SM. Je pense qu'il est plutôt tiers 2, si on doit parler de tiers,
voire tier 3 en fonction des listes. Et là, je pense qu'il va rester à peu près pareil, sauf peut-être le Black Templar qui est un peu plus haut aujourd'hui potentiellement. En revanche, ce qui va peut-être pouvoir changer les choses, c'est les scénarios, parce que vous allez le voir, vous l'avez déjà vu en fonction de quelle vidéo vous regardez en premier, il y a des techniques sur les scénarios où le fait d'être objectif sécurisé ou troupe, ça nous donne des bonus, on va dire, par rapport aux autres armées. Et là, le SM, quand même, il est plutôt bon, parce qu'il a des troupes qui sont super OP, qui sont relativement résistantes, et en plus, il peut donner en zone autour de lui le super OP grâce à un trait seigneur de guerre. Donc peut-être que les coups n'ont pas trop bougé, parce que justement, sur ce niveau principe de scénario, ce sera relativement fort, et qu'ils se disent que ça mérite de rester en l'état. À voir. Yes, en tout cas, pour continuer après sur les sous-chapitres Space Marine, on a l'Ultramarine, pas de changement de coup en point, peut-être sur les Honor Guard, mais dépendamment encore une fois de si on se base sur justement le MK2 Chapter Approve ou ce qu'on trouve justement sur la mise à jour depuis. Donc voilà, les Honor Guard sont à 50 points, pas d'autres changements par rapport à ça. Robo Gilliman est toujours à 380, quand tu le vois par rapport aux autres primaires qui fait quand même pas le figure. Aucun changement sur les Wisecar, aucun changement sur les Salamanders, aucun changement sur les Imperial Fist, aucun changement sur les Black Templar, encore que tant mieux, puisque pour le coup, le Black Templar vient quand même de sortir, entre guillemets. Là où pour le coup, on va avoir des changements, c'est sur la partie des Blood Angels. On va avoir Mephiston qui perd 15 points, Commander Dante qui a 165, et ce qui perd ou il perd pas, on s'en fout. Aujourd'hui, il est à 165, dépendamment de où est-ce qu'on se base. La Death Company Intercessor perd 2 points. Je voudrais qu'on en parle de cette unité-là. Les Sanguinari Anciens perdent 15 points. Les Sanguinari Guard, eux, sont à 32 points. Et excuse-moi, mais avant de te le dire, en effet, donc finalement, la Death Company Marines, elle, donc à réacteur, a perdu 2 points, ils sont à 20 points en slip. Et donc finalement, là, il y a un vrai débat du Death Company Intercessor 22 points versus Death Company Marines 20 points, mais Jump Pack 23 points. Globalement, la Death Company, on va commencer par elle, ils ont perdu les deux, on va dire 2 points, quelle que soit sa forme. Est-ce qu'on va jouer du coup du Primaris ou du Jetpack? Moi j'ai envie de dire qu'on a toujours envie de jouer du Jetpack, globalement, parce qu'on bouge plus loin, on peut impacter quand même plus fort. Tankiness identique, par contre plus une attaque pour l'intercessor. Justement, la tankiness c'est là où elle n'est pas la même, parce que l'intercessor gagne le stratagème transhumane, là où les autres ne l'ont pas, plus potentiellement un 5 plus Feel No Pain, qui est un stratagème lié à la Death Company, ce qui fait qu'on a comme une unité qui est quand même plus tanky quand on va la jouer en Primaris. Après, le problème qui reste identique, c'est que on bouge pas forcément beaucoup. Après, on le verra, vous l'avez vu, mais sur le nouveau scénario, on a tendance à être plus regroupé. Donc finalement, ce gros move qu'on avait besoin d'avoir, on a peut-être un peu moins besoin aujourd'hui, même si ça reste toujours bien, hein, on va pas se mentir. Et je pense que la réduction en points, elle vient aussi d'un fait que le problème de la Death Company, c'est qu'elle ne peut pas faire d'action. Et qu'aujourd'hui, sur ces nouveaux systèmes de scénario, il y a beaucoup d'actions à faire, que ce soit sur des secondaires ou même sur les primaires, où en tout cas des actions sont nécessaires, et que là on prend des unités qui sont des unités à impact pur. Revenir après sur les coûts, en tout cas c'est clair que c'est pas cher. Si tu prends les 5 intercessors Death Company, ils sont à 110 points. Quand tu prends 5 intercessors de base, ils sont à 100 points. Donc en gros, on paye 10 points de plus seulement pour avoir quand même beaucoup plus d'attaques quand on charge, avoir un 6 plus Feel No Pain, potentiellement 5 plus Feel No Pain, enfin bon bref. Rage joie. C'est ça, il y a beaucoup de bonus. Donc pour moi l'unité elle est devenue très bien. Après comme tu l'as dit, elle est en compétition aujourd'hui, surtout avec les Sanguinary Guard, sur ce rôle à impact, même si le Sanguinary Guard jusqu'à présent a plus de tanking on le préférait. À voir. Moi j'aime beaucoup la Death Company, je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant ce qui est sûr c'est que si on commence à augmenter son nombre de packs de Death Company dans son armée, ça voudra dire qu'il faudra qu'on ait d'autres unités qui vont faire les actions et dont l'objectif c'est qu'ils soient là pour faire ces fameuses actions que la Death Company ne pourra pas faire. Elle sera là vraiment que pour rentrer dedans. À voir. Après juste pour terminer sur Mephiston, les moins 15 points franchement ils sont assez sympas. Aujourd'hui il est à 140 points, Mephiston vous voyez nulle part, parce qu'en fait 140 points c'est le prix d'un Librarian, un maître Librarian avec un jetpack. Donc qui a plus un haut cast, qui bouge de 12, qui a 140 points, qui a les 3 sorts. Donc la plupart du temps, on va chercher dans les sorts du Codex Space Marine de base qui sont très forts, beaucoup plus forts en tout cas que Mettez invulnérable, du zone, enfin tout ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. Voilà, que le Blood Angel. Là, le fait qu'il soit au même coût, alors qu'avant il était plus cher, on peut réfléchir parce que finalement, on connaît quand même les 3 sorts, on casse pas à plus 1, mais à côté de ça, il est quand même très impactant en corps à corps, donc ça nous fait un personnage en plus qui peut venir rentrer dedans. Il est en compétition avec finalement le Chaplain Primaris qui avant à moto était à 140 points aussi, maintenant il a un prix un peu plus, donc Mephiston est un peu moins cher. À voir. Est-ce qu'on a envie de le tester? Moi j'ai envie de le tester pour voir ce qu'il donne, mais en tout cas il redevient, en tout cas on se pose la question, est-ce qu'on a envie de le mettre dans la liste ou là avant c'était jamais le cas? Yes, maintenant si on parle justement des Dark Angels, on voit que le Talon Master a pris 15 points, ce qui est très bien parce qu'en fait c'était l'unité qui était spam, hein. C'est un speeder personnage lieutenant, donc voilà. Et on voit aussi
que les volants, pardon, ont perdu 15 points chacun avec le Nephilim à 175 et le Dark Talon à 195. Et aussi, là pour le coup, je trouve que c'est une excellente surprise, c'est qu'on voit qu'une unité signature comme les Black Knight Ravenwing ont perdu 5 points, et on le verra avec les Space Wolf, les Lutonnaires aussi. Et j'aime bien en fait ce palier de points qui passe de 40 à 40, de 45 à 40 pour les Lutonnaires et de 40 à 35 pour les Black Knight. En gros, pour faire simple, comme on l'a vu sur Blood Angel, on va le voir sur tous ces codex suppléments en VR spécifique, c'est que les unités spécifiques de ces codex suppléments ont quand même eu des coûts qui ont baissé, surtout sur les unités qu'on voyait peu. Hein. Les Terminators, aujourd'hui chez Dark Angel, on le voyait partout, hein, parce que c'était ce qu'il y a de plus fort. Les motos, un peu moins, parce qu'effectivement, elles sont très intéressantes, parce qu'elles peuvent tirer fort avec leur plasma, elles bougent vite, elles peuvent potentiellement faire du calme, donc c'est quand même des bonnes unités, mais un peu moins bien que les Terminators, donc on les voyait moins. L'up, excuse-moi, c'est aussi qu'avec les nouveaux scénarios, récupérer les données d'Octavius qui a changé de nom, maintenant c'est les données de mon cul, de mon cus, j'aurais pu le faire, ça serait passé. Récupérer ces fameuses données sont aussi faisables avec des motos. Donc c'est certes une action, mais on peut quand même faire une action et tirer en SM et ainsi de suite. Voilà, en tout cas le fait est que je trouve que c'est bien qu'ils y aient pensé pour ce genre de liste, surtout que si elles sont super OP finalement à 5, elles réussissent l'action automatiquement, puisqu'en fait on a le +1 pour jeter son dé. Donc voilà, est-ce que le Dark Angel va changer de visage ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose finalement de se dire que le Black Knight a perdu 5 points. Quelque part, t'en joues 3, tu rééquilibres la liste du Talon Master, et donc finalement, c'est transparent. Après, t'as ça, après, t'as aussi les avions, mine de rien, sont quand même pas mal, les avions Dark Angel. Ils saturent, et puis ils ont quand même une invulnérable, puisqu'ils gagnent des règles qui sont liées effectivement au Black Knight, enfin à la Ravenwing, et ainsi de suite. Donc ça reste des avions relativement tanky. Ils sont toujours intéressants aujourd'hui pour faire les quarts de table, parce que quand on est véhicule, ça marche toujours. Donc, moi, je pense qu'une liste basée sur la Ravenwing et les avions et tout, c'est quelque chose qu'on peut voir, en tout cas que des joueurs vont peut-être avoir envie de tester avec les nouveaux scénarios, comme tu l'as dit, les nouveaux secondaires. Pourquoi pas? Est-ce que ça va révolutionner le méta? Je sais pas, mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut avoir envie de tester. Liste moto full super OP, parce que deuxième compagnie, première compagnie, je ne le rappelle jamais, mais une des deux compagnies, plus les avions, il y a quand même des choses à faire. Quoi. Alors sachant que c'est les motos de base qui sont super OP, les Black Knight ne sont pas, mais bon, si on a rite de guerre, entrée de seigneur de guerre derrière l'unité, pourquoi pas? Non, franchement, en tout cas, c'est les listes qu'on a envie de tester. C'est des soidoirs qui peuvent marcher sur table avec une optique vraiment rapidité et impact, donc franchement, c'est super cool. On passe maintenant au Space Wolf. En termes de changement, je l'ai dit, on a les Lutonnaires qui perdent 5 points. Ça veut quand même dire que sans impacter le coût de sa liste, on peut mettre full griffe plutôt qu'épée tronçonneuse, on va dire, sur 4 figurines. C'est quand même clairement pas négligeable ça. Les Wolfen, on continue de les voir un petit peu baisser, parce que c'est une unité qui a été clairement boudée justement avec le codex, avec le supplément V9, où là pour le coup ils perdent 2 points. Et derrière, on a les volants qui sont à 280, dépendamment d'où est-ce qu'on se base, si c'est une modification des coûts en points ou pas. Le Space Wolf, globalement, il a jamais été trop à la ramasse. Hein. Comme on peut voir, on le joue plutôt en chapitre successeur pour avoir des traits et ainsi de suite. Mais en tout cas, c'était une armée qu'on a vue plusieurs fois en tournoi, que des joueurs qui adorent les Space Wolf ont beaucoup joué et qui n'était pas ridicule. Là, ce qui est intéressant, c'est clairement pour moi le Wolfen. Je pense pas que le Lutonnaire, on le voit plus jouer, puisque le problème du Lutonnaire, c'est son bouquet cavalerie. Voilà. Et il passe pas à travers les ruines, il y a des gros socles. Dès qu'on veut charger, dès qu'on est un peu planqué, il faut faire des milliards de tours pour y arriver. On peut être bloqué facilement avec un petit cordon, et puis là, on bouge plus. Autre chose aussi, c'est que le mot-clé des animaux, enfin des loups, en fait, en tout cas des bêtes, ne permettent pas de faire d'action. Et donc, en fait, finalement, alors qu'ils ont une unité qui déchire, enfin qui est vraiment forte, en tout cas, c'est justement les petits loups par 5, c'est que 35 points. Donc ça permet d'avoir une liste SM avec 5 figurines dans une escouade pour 35 points. Donc bye bye les serviteurs finalement. Le problème, c'est comme ils sont pas infanterie, ils font rien. Et donc tu n'as rien pour contrebalancer justement ces gros socles de loups. Tu pourrais dire, c'est pas grave, j'ai des petits socles de 40 qui sont bêtes, mais comme ils peuvent pas faire d'action parce qu'ils sont teubés, bah non, mais vraiment. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que, bon, à voir, est-ce qu'on aura toujours un pack ou pas, je sais pas. Enfin, moi, je le vois pas forcément revenir. En revanche, le Wolfen qui a baissé en points, il commence à être pas si cher que ça. Il est quand même toujours aussi fort à l'impact. Hein. Donc après, il y aura des choix de est-ce qu'on veut jouer de l'infanterie à jetpack et on restera sur des listes comme on voit aujourd'hui parce que ça bouge de 12 et ainsi de suite. Est-ce qu'on aura envie de mettre quand même du Wolfen dedans parce que ok, certes, on bouge un peu moins vite, mais en termes d'impact, on n'a pas le même. Et puis ça reste toujours bien l'épine dans le pied. En tout cas, en termes de prix, il est intéressant. Donc je pense que le joueur Space Wolf, il aura certainement envie de tester un peu, voir ce que ça donne et voir ce qu'il peut faire avec cette unité-là. Yes. Une armée maintenant qu'on va voir, c'est la Deathwatch. La Deathwatch, elle a qu'un seul changement de coup en point, c'est au niveau du Corvus Blackstar, qui perd 15 points, il est à 165. Maintenant, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de la Deathwatch. Parce qu'en fait, quand c'est sorti, tout le monde a prétendu que c'était fort. Le méta Deathwatch, il a duré 2 semaines. Mais objectivement. Et c'est là où, justement, on va pouvoir parler un petit peu des nouveaux scénarios. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, je pense que là où en fait la Deathwatch, on va lire les changements de compo, on va dire aucun changement, allez vous faire foutre, ça reste dans la mallette, ou en tout cas c'est pas le chapitre des virtuels mentonné. Et là tu commences à parler scénar, et tu dis attends, les kill teams sont super OP, ça veut dire que derrière je peux faire des escouades de 10 avec séparation au début de la game, ou mes motos par 5, moto, action, super OP, wow.
Et là, c'est là où je pense que la Death Watch, c'est un putain de up, mais qui est invisible et qui apparaîtra que dans quelques mois quand on va justement saisir la subtilité des changements de scénario, où c'est eux qui vont prendre un up. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que, en plus, quand tu dis ils sont à la ramasse, oui et non, parce qu'ils avaient quand même des systèmes de jeu. Ils ont déjà une relique qui donne 5+ invulnérable autour d'eux, qui était quand même très bon, comme tu viens de rappeler. T'as les Kill Team, qui globalement permettent non seulement d'avoir des motos super OP, mais aussi qui gagnent le mot-clé potentiellement infanterie, et ainsi de suite. Donc bon, qui peuvent passer à travers les murs, hein, donc bon, c'est quand même très fort. Donc, à voir, la Deathwatch, je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas qu'ils soient complètement à la ramasse. Après, faut pas oublier un truc, c'est que quand même, globalement, sur cette B9, si on regarde depuis le début, Games Workshop nous fait une B9 pour le Xenos. Alors, simple, tout ce qui est Xenos-like, en tout cas, tout ce qui était armure énergétique, c'est OK. Tout ce qui est Xenos-là, chaque fois c'est sorti. Et tout ce qui est KO, alors là. Oui, bah, ça n'existe pas. Le KO, il a disparu. Bon. Mais globalement, quand même, c'est plutôt, je trouve, une version qui est portée sur le Xenos. L'Orc, le Druka, on va voir ce qui va sortir certainement le Tau, la Eldari. En tout cas, à chaque fois que c'est sorti, globalement, on s'est dit c'est fort. Et s'il y a un chapitre SM qui a justement des bonus contre chaque fois les taux avec des stratagèmes et ainsi de suite, c'est la Deathwatch. Donc, est-ce que justement dans ce méta global du Xenosphore, finalement le Deathwatch il a quand même des choses qui sont bien, comme tu as dit, il va être super OP, il va faire les secondaires plutôt bien. Est-ce qu'on va le revoir? C'est possible, en tout cas. Et il faut pas l'enterrer, moi je suis assez d'accord avec toi, et c'est comme tout d'un moment, il y a la première lecture où on regarde son truc, on fait, ouais, les points, on a la déception, et puis après il y a les listes, les jeux, le scénario, comment ça se joue, et très souvent on a des surprises, donc moi je te rejoins totalement sur la Deathwatch. On passe maintenant au Chevalier Gris. Ce qui est intéressant, c'est que le Chevalier Gris a été propulsé en quasiment God tier quand il est sorti grâce à 2 unités. Les Dread Knight en 3 unités. Le Dread Knight soit en grand maître, soit en soutien. Et aussi, justement, avec son choix d'attaque rapide, les Inceptors. Là, au niveau du changement de coup en point, on va voir que les grands maîtres en armure Nemesis et les Dread Knight Nemesis, donc c'est-à-dire le choix de soutien, ont chacun pris 10 points sur leur châssis. On est donc à 160 points en slip pour le grand maître et 130 pour le soutien. Et on voit aussi finalement que la deuxième unité, donc les Interceptors, eux prennent 2 points. Là où les Terminators et les Paladins, donc les 2 types de Terminators, perdent eux 2 points. Globalement, en fait, c'est pareil. Hein. On a l'impression que Games Workshop, ils ont regardé les listes qui fonctionnent, celles qui gagnent les tournois. Ils ont tapé assez fort, entre guillemets, sur ces unités-là. Sur le Grand Maître et sur la Dread Knight, on va dire, de base, Nemesis, je trouve que c'est normal qu'il ait pris 10 points parce que clairement, le mot-clé base, ça touche sur du 2+, potentiellement rival D1 et ainsi de suite. Enfin, c'était quand même très très fort et c'était pas assez cher. Il y avait des listes quand je jouais 30, donc ça fait quand même 60 points sur ces unités-là. On le voit. Partant de ce postulat, il y avait quand même des mecs qui jouaient 5 Dread Knight. Enfin, t'avais la liste justement de la bombe de la Dread Knight. Points. Donc ça fait 50 points en plus aussi. Ouais, donc 110 points. Voilà, 110 points sur cette liste-là. Ce qui correspond pile poil à 5 Strike Squad. Et donc en fait, est-ce que finalement la liste va changer? Elle va perdre 5 strikes. Là où finalement il y a plus un changement, en plus de ce nerf là, c'est le fait qu'encore une fois, on ne peut jouer 2 chambres de Chevalier Gris, donc 2 détachements pour aller chercher justement les 2 sorts différents ou les 2 stratas différents. Et c'est là où, en plus de ça, finalement c'est un double nerf. Ils sont impactés par ça, c'est clair. Après, les Terminators ont un peu baissé en points, les Paladins ont un peu baissé en points, 2 points chacun. Est-ce qu'on va, plutôt qu'avoir des strikes, revenir sur du Terminator un peu moins cher, un peu plus tanky? Pourquoi pas? Est-ce que, effectivement, le type de liste va sortir? Parce que, clairement, hein, le Grey Knight, très souvent, est un peu caricaturé en disant c'est le codex à 3 data slate, et puis on voit que ça, et c'est spammé, bon, ok. Ce qui était un peu vrai, quand même, objectivement. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce codex-là a plus de ressources que ça? C'est-à-dire, c'est l'interrogation. Hein. Beaucoup de joueurs disent, ouais, on joue que ça parce qu'en fait, dans mon codex, il y a que ça qui est bien. Si je joue autre chose, ça l'est pas. Games Workshop propose un autre style de jeu que les Terminators en disant, bon, voilà, on vous a quand même baissé les Termi, donc peut-être essayer d'aller voir du Paladin, essayer de voir du Terminator, ce que ça donne, et essayer de jouer un peu moins d'autres unités. À voir. Maintenant, quand tu dis on perd une unité de strike, c'est vrai, mais aujourd'hui, une unité de strike, c'est comme celle qui nous fait très souvent les actions, parce qu'on n'a pas envie de le faire avec ces autres unités. C'est celle qui est super OP, donc qui nous permettent aussi potentiellement de jouer les primaires et certains secondaires. Donc oui, c'est que 5 strikes, mais c'est des strikes dont on avait besoin pour, entre guillemets, faire toutes les actions qu'on ne veut pas faire avec ces autres unités coup de poing. Donc perdre ça, ça veut dire que c'est une autre unité qui doit le faire, c'est toujours embêtant. Donc à voir, à mon avis, les joueurs fans des Grey Knight vont repenser leur liste, et je pense qu'ils vont peut-être aller sur du Totor et sur autre chose, à voir ce qui va sortir. Mais clairement, en tout cas, la volonté, c'est de se dire que les listes qu'on a eues jusqu'à présent, elles vont plus sortir, et on va voir autre chose. Yes, on passe maintenant à la sœur de bataille. Beaucoup de changements dans la sœur de bataille. Même chose que pour le GK. Ce qui nerfe le plus la sœur de la bataille, c'est pas les changements de coups en point qu'on va voir, c'est le fait d'aller chercher des détachements différents pour aller chercher des ordres différents. Or, les ordres des Sistas sont très structurants dans le gameplay, parce qu'aujourd'hui, on allait chercher le cœur valeureux pour tanker plus, on allait chercher le suaire d'argent pour pouvoir bouger et tirer normalement, et donc
être une belle armée de tir, en tout cas par rapport à ce qu'on allait chercher en tir chez l'assista, et on allait chercher le rose sanglant pour impacter au corps à corps. Et ben maintenant, il va falloir faire un choix, et il n'y a plus qu'un des gameplays qui va prédominer sur les 3 autres. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça sort pas en même temps qu'un supplément qui va apporter aussi pas mal de choses, uniquement d'ailleurs pour la rose sanglante, avec globalement une meilleure projection T1 et une stabilité au sein de l'explosivité des dégâts avec un stratagème qui permettra de passer dégâts +1 sur du 6 pour blesser et un mouvement pré-game. Donc, sans trop leak, malheureusement je suis un petit peu obligé de leak pour parler de façon objective des changements qui vont impacter l'assista sur 2022. Au niveau donc des changements de camp, on va voir que Morvenval elle a pris 15 points. Complètement justifié, elle était auto-inclus dans toutes les listes. On voit que les Sacro-Saintes ont pris 2 points par figurine, c'est énorme, passer de 14 à 16, ça fait très mal. Maintenant, un système de jeu qui est complètement con avec les bodyguards. Non mais objectivement, tous les codex vont être dotés de bodyguards. On a les SM avec justement les figurines par 2, ça à la limite c'était pas trop impactant. On a justement, on avait le Black Templar avec la possibilité de faire la même chose avec des unités personnages de 3 figurines avec Grimaldus. On voit que Leto vont le faire plus tard avec, avec des unités qui ne tankent pas du tout, qui ne tankent pas le corps à corps, mais qui prennent quand même un espace sur table sur lesquels tu ne vas pas pouvoir tirer dessus. C'est quand même entre guillemets un problème. Là, on a toujours 5 Célestines qui elles ne bougent pas, mais donc le mécanisme sacro-saint bouge. Maintenant, où finalement c'est aussi plus fort, c'est qu'on va le voir, il y a quand même des scénars où, en faisant un cordon de 5 figurines bodyguard et donc 2 personnages, tu peux prendre non pas 1 mais 2 objectifs, alors qu'avant c'était 1. Il faut quand même se rendre compte de ça. On voit ensuite au niveau de l'augmentation de camp en points que les Dominions ont pris 2 points. Unité auto-include en synergie avec les Rétributors ou avec 5 Répentia aussi. Mais en tout cas, on paye ce mouvement pré-game et on paye aussi ce stratagème des 6 mortels dans ta gueule. On voit aussi que les Rétributors, elles, ont pris en point uniquement sur le chérubin. Ce qui est intéressant, c'est que c'est clairement un double nerf qui fait très mal, puisque on rappelle que Suaire d'Argent, comme en fait c'était une deuxième activation quand tu décidais d'utiliser un chérubin, tu héritais de nouveau de ta reroll. Là, mono détachement, donc mono keyword, plus 5 points pour le chérubin, c'est clairement impactant au sein du gameplay, puisque tu n'auras plus ta reroll, et pour tirer 2 fois avec une arme, enfin avec 2 armes finalement, si tu joues 2 chérubins, et ça n'a pas été faqué par rapport au WTC, les 5 points sont quand même très importants. Derrière, par contre, là, on va voir des coups en points. Il y a une diminution des coups en points qui va contrebalancer. C'est on voit que l'Immolator a perdu 10 points, que l'Exorciste en a perdu 10, que le Castigator en a perdu 10, et que les Parangons Warseed, donc dans une optique tanky, cœur valeureux, en ont perdu 30. Donc avant de lancer le débat avec toi, je trouve quand même que c'est assez intéressant. Certes, Castigator perd 10 points. Il faut quand même se rendre compte que maintenant, pour 150 points, tu fais 9 tirs de bolter lourd plus du gros tir, et que l'Exorciste, finalement, qui était inclus au moins par 1 dans quasiment toutes les listes compétitives pour le tir sans ligne de vue, finalement, avec la modification de Morvenval, ça fait que tu ne prends que 5 points, mis bout à bout. Donc, c'est quand même assez intéressant comme liste. Là où, encore une fois, c'est plutôt pour moi, le nerf est vraiment impacté sur cette structure d'armée mono-keyword. Tu as dit beaucoup de choses. Je les drill. Enfin, franchement, c'est les playtests contre toutes les futures armées, les gars, ou même les armées du moment, c'est drill. Alors, le truc qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que les véhicules perdent en points, comme chez ESN, avec, on peut dire, peut-être cette idée derrière de Games Workshop de se dire que finalement, les véhicules, le problème qu'il y a aujourd'hui sur 7v9, c'est qu'ils n'ont pas le mot base. Vu que ça n'a pas le mot base, ça n'a pas de synergie. Et vu que ça n'a pas de synergie, on préfère jouer de l'infanterie sur lequel on a des rerolls. Et donc, peut-être qu'il faut baisser le coût en points pour arriver sur des coups peut-être un peu sous-cost de certains véhicules, pour qu'on ait envie de se dire, est-ce que j'ai envie de leur rentrer ? Ok, j'ai pas les synergies, mais quand même, en termes de coût, efficacité, on est quand même sur une unité qui commence à devenir intéressante. C'est la même logique qu'on a vu avec le SM, avec ces fameux nouveaux véhicules, Landspeeder, et ainsi de suite. Sur la Cita, ils font la même chose. Comme tu viens de le dire, ces petites nanas qu'on voyait jamais dans la Warsuit, est-ce qu'on va avoir envie de les jouer ? Et justement, parlons-en. Aujourd'hui, elles vont être à 210 points si jamais tu ne les mets pas en multi-méta. Mais encore une fois, mono-détachement, qui perd quand même vachement d'impact en termes de fiabilisation au niveau de l'anti-char à distance. Donc, il t'en faudra dans la liste à côté. Et finalement, est-ce qu'avoir 12 PV à 210 points, un TS ne rigole pas en le sortant à la mortelle, et ainsi de suite. Donc finalement, est-ce que c'est pas encore quand même trop cher pour une unité qui est faussement tanky avec une 2+, 4+? C'est difficile à dire. Elle est quand même relativement tanky. Quand même, au bout d'un moment, surtout pour l'assista. Après, là où tu as entièrement raison, c'est qu'on va jouer un mono-ordre et qu'au bout d'un moment, il faudra faire des choix. Et que dans sa liste, au bout d'un moment, c'est clair que si on part sur du Bloody Rose, peut-être qu'on aura envie d'aller sur des choses vraiment corps à corps, avec beaucoup de la Repentia, peut-être des unités celles que tu adores. Zéphirine. Peut-être aussi avec des Zéphirines, et jouer vraiment sur finalement, de l'agression très rapide chez l'adversaire en allant dès le T1 sur lui, et on jouera du Bloody Rose un peu mononeuronal, sans trop de tir, parce que finalement le tir il va pas être trop fiable,
ou avec quelques unités de tir pour avoir du sang ligne de vue à voir, ou à l'inverse, est-ce qu'on partira sur des listes totalement différentes, beaucoup plus sur le tir avec d'autres unités. Donc je pense que là où tu as raison, c'est qu'avec les coups en point, on va devoir faire des choix. Et des listes d'armées qui seront certainement beaucoup plus différentes que ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on bénéficie du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on prenait les meilleures unités de CAC en Bloody Rose, en ressemblante, et puis les meilleures unités de tir, finalement, en sueur d'argent. Aujourd'hui, trois gameplay était possible, comme tu l'as dit, oui. Le tanking, le corps à corps, et on va dire le harcèlement courte portée de tir, où en fait c'est un codex d'école, c'est-à-dire qu'en fait c'est que des cas d'école de nombre de trades en fait échangés à son adversaire. Et c'est là où à mon avis le gameplay Sista va changer, c'est qu'aujourd'hui tu vas partir soit sur des grosses phalanges ultra tanky avec du cœur valeureux, ou alors de la full agression de corps à corps, et je pense que ça va être de la full agression de corps à corps avec du mono détachement Bloody Rose, où là pour le coup ça va être des unités de Repentia dans un Rhino pour bénéficier d'un mouvement pré-game, ça va être justement des unités d'explosivité en fait par rapport justement à de la Zéphirine, et tu vas t'asseoir complètement aussi sur de l'anti-char, et donc justement comment est-ce que tu vas aller chercher ça? C'est là où ça va être intéressant. Après, justement, si, pour terminer là-dessus, mais si tu joues Bloody Rose, finalement t'as rien qui fiabilise le tir. Vu que tu n'as rien qui fiabilise le tir, pourquoi ne pas prendre des véhicules qui ont baissé en points? Parce que de toute façon, tu t'en fiches, vu que derrière, t'as rien. Donc peut-être qu'effectivement, sur des armées pures corps à corps, les véhicules redeviennent un peu intéressants, parce que de toute façon, t'as pas de mécanismes qui sont censés aider des unités comme les rétributeurs ou autre chose, que tu jouerais plutôt en sueur d'argent, par exemple. Donc, à voir. C'est assez dur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les coups en point, pareil, compris, c'est les unités qu'on voit le plus aujourd'hui, sur les listes qu'on voit le plus. Je pense que la CISA va devoir repenser, réfléchir à comment la faire. Stop. Voilà. Non, c'est très 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 sympa. Et le supplément qui arrivera d'ici quelques semaines, qui vise à buffer justement Rose Sanglante, joue. Dernier changement qui n'a pas son champ en points changé, c'est au niveau du décor qui vaut 80 points. Il y a quand même une modification au niveau du placement des décors qui fait que maintenant, si vos décors ne rentrent pas, vous retirez un décor de la table pour mettre votre décor. Et c'est peut-être un up invisible qu'on va retrouver puisque le décor Sista est très fort. Ah bah il est très très bien, ouais. Donc c'est vrai, ça, alors c'est l'un des rares codex qui ont un décor qui est très bien. La Death Guard aussi, hein, un décor qui est pas non plus déconnant. Mais en tout cas, c'est vrai que les décors, ils ont pas bougé en points. Par contre, sur le système d'utilisation, c'est plus la même chose, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on peut revoir dans la liste. Yes. Ensuite, on va maintenant passer au Custodes. Pas de changement de coût en point depuis le codex. Maintenant, la fac codex n'est pas encore sortie au moment où on tourne cette vidéo. Par contre, là où c'est sympa quand même, c'est que Forge World est bien évidemment intégré à ce petit livre. Et on voit quand même que les Télémons perd 20 points. Enfin, c'est quoi? On connaît pas encore ses mots-clés et ses règles, parce que lui ne bénéficie pas de l'invulnérable et ainsi de suite. Mais c'est quand même une figurine auto-include, elle perd 20 points. On a le Coronus Grave Carrière, donc en fait le transport qui perd 30 points. Et les deux avions qui perdent eux chacun 50 points. Derrière, on a les Aquilons qui perdent eux 5 points. Et là où on ne sait pas si c'est un oubli, un nerf ou un up, c'est aujourd'hui en fait toutes les unités Forge World, si ce n'est une, ne payent plus leur miséricordien. À mon avis, c'est un oubli. Non, je pense pas non plus. Donc c'est un up. C'est un up. Après, globalement, effectivement, sur ce que tu vas dire, hein, ce qui est assez dur de se positionner par rapport à tout ça, c'est de voir les mots-clés qu'il va y avoir. Donc c'est ça qui va faire un peu la différence. Après, le Dread à moins 20, ça, je pense que beaucoup de joueurs custo vont être très très contents. Surtout... Le Télémon, c'est aujourd'hui la figurine la plus tanky du jeu. Ouais. L'avoir passé de 280 à 260, c'est pas cher. En plus, sur le Forge World, on le voit, hein, les petits oiseaux, les Venatari, ils ont pas bougé. Ça reste une unité aujourd'hui qu'on a très envie de jouer en custo, hein, puisque de l'infanterie qui bouge vite, et clairement pour faire le scénario, on veut de l'infanterie super OP qui bouge vite, qui close ok et qui tire plutôt pas mal. Yes, excuse-moi, par rapport au codex, là où aujourd'hui ils n'ont pas d'armes auriques, ou en tout cas on n'a pas justement cette notion de savoir si leurs petits pistolets piou-piou sont des armes auriques, auquel cas ils pourraient utiliser ce stratagème pour tirer 2 fois, aujourd'hui non. Donc c'est là aussi on peine un petit peu de visibilité, mais t'as raison, dans l'optique des scénarios, avoir un codex entièrement super OP qui va t'aider à faire des actions et marquer plus de points, ou en tout cas marquer les points à la fin de ton tour et pas jusqu'à ta prochaine phase de commandement, c'est un énorme up. C'est très bien, et donc globalement ce qu'on peut dire sur le custo, c'est que aujourd'hui le codex vient de sortir, donc les coups en points n'ont pas bougé. Le Forge World, globalement, n'a fait que baisser les unités, donc clairement le custo pour moi, de façon globale sur sa faction, c'est quand même un up, puisque pas de nerf et des baisses en coups en points. Maintenant il faut attendre les mots-clés pour voir concrètement ce que ça va changer, mais le custo s'en sort très très bien. Ensuite on retrouve justement les assassins sont tous à 100 points, pareil, pas de modification. On rappelle que même si on joue maintenant du mono keyword, vu que c'est dans une unité Assassinarum ou alors neutre, ça n'impacte pas, vous avez le droit de les rentrer dans votre liste. Peut-être qu'au contraire, ça aussi c'est un up de l'Imperium par rapport au Xenos, parce que c'est quand même des super entrées par rapport à ça. C'est un petit peu PCvore, mais ça répond à beaucoup de problématiques de certaines armées, donc pourquoi pas. On enchaîne ensuite avec l'Astra Militarum,
Et je trouve que ça, là où le bas blesse, il n'y a aucune visibilité sur la sortie d'un codex. Au niveau des suppléments, ils ont des armes reliques à Tesla qui sont quand même fortes. Le fait est quand même qu'au niveau justement des coups en point, il y a quasiment pas de changement, c'est-à-dire que le tank commander ne baisse pas. Donc finalement, on garde un petit peu le syndrome du GK où dans un codex, tu ne vas utiliser que les tank commanders ou les Lehman russes qui depuis le data slate sont passés sauvegarde à 2. Ouais. Là, on voit que tank commander ne bouge pas. Le Lehman russe, lui, perd 10 points. On est quand même à 130 points de châssis. C'est un bon tank, pour le coup. Parce que lui, il n'est pas base, puisque c'est un vieux codex, mais il peut recevoir les ordres et ainsi de suite. Et dernier changement de coup en point, on a le Death Strike qui perd 30 points. Mais est-ce qu'on va en parler? Parce que finalement, ça perd T5, on s'en bat les couilles. Par contre, la Manticore prend, elle, 10 points. Et donc, finalement, sur les 2, voire 3 datasheets pétés du codex, enfin, jouables du codex, non, mais qui le sauvent clairement, parce qu'il n'y a aucune liste Astra qui performe aujourd'hui, enfin, en monocodex. Au contraire, on allait chercher en soupe, mais comme le Custodes est passé codex V9, il perd un petit peu de sa splendeur en allié. Donc, finalement, le tank commander ne bouge pas. Le Lehman russe perd 10 points. Mais le Manticore, lui, en prend 10. C'est dur à dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Astra, elle reste toujours derrière. Tu l'as bien résumé. Finalement, l'entrée la plus forte qu'est la Manticore, surtout avec le système de Ace, qui fait qu'on est flat 3 pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Et donc, on a des Manticores. Sur uniquement 2 Manticores. Oui, enfin bon, quand même 2 Manticores. Et en plus, tu peux fiabiliser ton nombre de tirs potentiellement en fonction de ce qu'on joue. On va pas rentrer dans tous les combos, mais bon, voilà. Donc, on sait que la Manticore, c'est très fort. Le flat 3, c'est très fort. Et elle prend 10 points. Maintenant, la réalité, c'est que l'Astra, si on joue mono-codex, 10 points ou même 20 points, c'est rien. Je veux dire, parce qu'on peut très vite adapter sur des régiments, sur d'autres choses. Ça va être un peu neutre. Donc justement, je trouve que globalement, c'est un peu neutre. Et c'est aujourd'hui une armée qui a du mal, en tout cas en monocodex, qui souffre comme tu l'as dit. Donc je pense qu'elle restera toujours un peu en dessous, voire très en dessous, jusqu'à ce qu'il y ait son nouveau codex. Maintenant, sur le nouveau système de mission, il faudra voir aussi ce qu'elle peut donner. Je pense que c'est indirect au niveau des scénarios. Ouais. Voilà, donc... mais bon, là, en l'état, c'est vrai qu'on se dit qu'on a un peu de mal avec l'Astra. Data Slate, on rappelle qu'il y a eu des modifications. Encore une fois, les ordres passent automatiquement maintenant en bulle de celui qui passe l'ordre. Donc, c'est des hubs de mécanismes, mais en fait, le problème, c'est que l'armée est intrinsèquement... Aujourd'hui, quand tu regarderas ce qui sort en taux en termes de coûts, létalité, arsenal, demain, on fantasme à l'idée d'un codex, parce que c'est globalement à chaque fois les mêmes types de armes. Quand t'as une grosse arme qui est capable de te faire un cratère, c'est pété. Ça gagne moins 1 en PA, ça perd 20 points, et puis derrière, ça passe dégâts 12. Donc, voilà. Mais... je comprends pas pourquoi est-ce que justement on continue avec cet équilibrage à double vitesse, à base de l'SMC reste à un PV en attendant un codex, alors que putain ça change rien de le faire. L'Astra pour moi clairement est essoufflé aujourd'hui. Et taper sur finalement des Manticores, alors qu'à côté de ça, tu casses le fait que tu dois être mono chapitre, mono détachement et ainsi de suite, et que tu casses les soupes par l'arrivée des codex, je comprends pas ce nerf. Après, je pense que c'est ce que tu as résumé en début de vidéo en expliquant que les équilibrages sont internes au codex. Et que si on prend que le codex seul, aujourd'hui, ce qui était très fort, c'était la Manticore. Donc du coup, basiquement, elle prend 10 points. Voilà. Ensuite, on passe à l'Adeptus Mechanicus. Aucun changement de coup en point, en tout cas, changement de coup en point versus le codex, mais pas versus le data slate. Ça va être le même constat pour les Drukhari. Et même chez Forge World, pour le coup, au niveau de la mech, il n'y a aucun changement de coup en point. Au niveau maintenant de l'Imperial Knight, malheureusement, aucun changement de coup en point codex. Pour moi, c'est un peu un drame. En tout cas, c'est incompréhensible, surtout quand on voit justement les super lourds des prochains codex qui vont arriver, où là, pour le coup, c'est quasiment divisé par 2. Non, mais le ratio tanking et létalité est quasiment divisé par 2 par rapport au codex Ika. Je vais pas couiner maintenant alors que les codex ne sont pas sortis, mais c'est incompréhensible, je vous le dis clairement. Là où, pour le coup, il y a quand même un rééquilibrage, c'est au niveau intra-codex. Encore une fois, on est sur cette doléance-là, pas intercodex, mais intracodex, au niveau justement de Forge World, puisque on a les armes des Moirax, qui était très fort, qui vont voir un coup up de points, puisqu'en fait, on a le Lightning Lock, c'est-à-dire tout simplement le canon Tesla, qui est très fort, qui lui prend 5 points, le Volkit Vulgaire qui prend 5 points. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la vidéo, on a dit que l'intégralité, justement, des Contemptors Dreadnought, donc multi-chapitres, chaotiques compris, eux prennent 10 points, eux c'est 5, c'est un petit peu différent. Et aussi, on a le Questor X Magera qui prend 20 points, donc 480 à 500, c'est complètement légitime intra-codex. Inter-codex, c'est un sketch. Mais ça, passons. Mais voilà. Donc, je trouve que pour le Magara, c'est plutôt juste. Voilà. T'as très bien résumé. Le Magara était quand même beaucoup plus fort que les autres. Tout le monde jouait des Magara. De toute façon, ça va être simple. Donc là, peut-être qu'on jouera moins. Voilà. Peut-être qu'on jouera moins de Magara. Après, je pense que très clairement, aujourd'hui, la vision de Games Workshop, c'est qu'on vous a fait une data slate. Les gars, il faut spammer les petits, si vous voulez jouer IK. Donc vous allez continuer à spammer les petits. Et puis vous allez peut-être moins spammer ceux qui font du Tesla, parce qu'ils sont un peu plus chers, et mettre d'autres. Voilà. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui, l'Imperial Knight, il en reste là. Est-ce que c'est dommageable
Par rapport à d'autres codex, certainement. Après, est-ce que l'IK aujourd'hui est complètement insortable si on spamme des petits? Oui et non, parce que on va le voir, même sur des scénarios où ça, il reste jouable. Justement, c'est intéressant que tu parles de ça. Il faut aussi noter que l'IK se voit doté, grâce à l'autre livre, d'un objectif secondaire. Oui. Et ça, c'est un up qui est significatif, parce que, encore une fois, c'est des objectifs, tout comme l'Astra, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler pour l'Astra, mais l'Astra a un objectif secondaire qui dit que tu marques 1 point de victoire si tu as tué une unité, 2, 3 points de victoire si tu as tué 2, 3 unités par phase, par round. Donc finalement, certes, t'es KPE3, c'est un attrition dissimulé, mais je trouve que c'est sympa. Et ils l'ont fait sur quelques codex, on peut le dire, donc on va le voir. Hein. Alors, c'est très sympa, mais maintenant, est-ce que ça va sauver entièrement l'armée? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais en tout cas, l'IK en avait besoin. Parce que l'IK, aujourd'hui, là où il est quand même fort, c'est pour faire tous les primaires. Là où il était faible, c'est pour faire des secondaires, parce qu'il y avait toujours un secondaire qui prenait un peu en défaut, sur lequel il savait qu'il n'avait pas beaucoup scoré, et donc il fallait vraiment qu'il enfonce en primaire énormément son adversaire pour avoir une chance de gagner la partie. Le système de jeu va pas changer globalement, on l'a bien compris, hein. Donc je pense que ça a toujours la même liste IK qu'on va avoir. Maintenant, avec ce secondaire en plus, peut-être que ça va changer les listes, peut-être qu'il y en a qui vont gagner. À voir. On passe maintenant côté KO, ouais. Que tu as renié. Pas totalement. Donc là pour le coup c'est pareil, malheureusement on voit qu'il n'y a pas énormément de changements de points, on voit que le Chaos Space Marine, et ça c'est quand même sympa, est passé de 14 à 12 points. C'est vraiment pas cher. Même si c'est qu'un PEV, quand même, hein, si on le fait x10 pour avoir ces 10 PEV, ça fait 120 points. Alors oui, on est un peu plus cher que 5 intercesseurs. On est beaucoup plus létal quand même encore. Mais voilà, on frappe fort, on a des stratagèmes qui sont pas mal. Aujourd'hui, on se rappelle qu'on explose sur les 6 tout le temps si on est full corps à corps, donc voire du 5 si on est en scanège. Donc globalement, le monopev en armure énergétique à 12 points, c'est vraiment pas cher. Moi, je trouve que c'est ok. Après, c'est du 1 PV, ainsi de suite, on reste toujours en 8, mais bon, c'est quand même bien. Yes, là on va aussi avoir, justement, on va pouvoir en discuter. Je me rappelle que quand on avait fait ensemble la review de la V9, on n'avait pas compris certaines unités, notamment le Warp Talon, qui pour justement un Space Marine démoniaque mono PV était à 23 points ou 26 à l'époque. Là il est passé à 20 points, donc il est passé de 23 à 20 points. Il est très bien, hein. Honnêtement, 100 points les 5, faut bien se rendre compte, hein. Je veux dire, chaque pour les 5 PEV sauvegarde à 3. Pour moi, les SMC aujourd'hui, quand on doit le lire, il faut le lire comme toi, tu lis l'assistant. C'est du monopev, c'est de l'armure énergétique, ça vole. Au bout d'un moment, c'est dans la pampa, ça meurt très vite. En revanche, ça peut être très létal. Et on se rend compte que quand même les Warp Talons, c'est quand même des unités qui ont double griffe éclair, donc ça veut dire 2 attaques en plus, ça fait 4 attaques au total en charge, de la force 4 qui reroll pour blesser, ça proc sur du 6, ça fait des touches en plus, potentiellement sur du 5 aussi avec impression, pourquoi pas. Ça avait été en la longueur toujours avant avec ce système à un seul PC. De reroll des blés avec les griffes, ouais. Voilà, donc à plus 1 pour blesser. Donc globalement, je veux dire, c'est une unité, oui, 100 points, est-ce que c'est cher? Oui, c'est relativement cher pour du mono PV. Maintenant, en termes de létalité, ça va frapper très fort. On a des systèmes en SMC pour arriver et fiabiliser ces charges de faible très facilement. C'est plus long jeu que par 5. Donc globalement, en tout cas, si on le joue comme l'assista se joue aujourd'hui, je pense que le SMC est pas forcément trop mal. On peut le jouer en Black Legion, en plus, si on a envie, avec du Abaddon pour proquer sur du 5 et pas des 6, ainsi de suite. Donc, moi, je n'en tire pas. Je pense que là où c'est frustrant, c'est qu'on aimerait jouer le SMC finalement comme du SM. Hein, et faut jouer comme de l'assista. Et en fait, il faut le jouer comme de l'assista, le voir comme avec un vrai trading de ressources, en fait, parce que tu sais derrière que tu dois priver l'autre d'une ressource parce que la tienne va voler derrière. Voilà, ouais. Pour donner quelques pistes à commencer à le faire, on a la Black Legion avec Papadon qui est très 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 fort. On a aussi les Enfants Children parce qu'ils bénéficient d'un stratagème qui leur permet de transformer un dé de 6 de la charge à 6. Donc c'est même plus fiabilisé. C'est que tu vas charger. Parce que globalement, tu vas arriver à 9 de l'ennemi, tu vas tenter une charge à 9, que tu peux reroll pour un PC. Et au pire, si la reroll n'est pas passée, tu peux transformer un des dés en 6 après avoir vu le résultat. Ouais. Donc globalement, ta charge, elle va passer quasiment tout le temps. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une bonne piste par rapport à ça. En gros, aujourd'hui, juste pour donner des pistes très rapidement, en fait, pour les gens qui s'essoufflent, qui ont l'impression qu'ils se perdent dans SMC, vous pouvez les ressortir. Le méta est quand même, la data slate a fait du bien. Encore une fois, on l'a pas vu tout de suite, mais clairement, le fait de se dire que maintenant, c'est du 6 explosif, donc en fait, mort aux faux empereurs, un jet de touche de 6 modifiable, justement, génère une extra touche. Donc finalement, on se dit que quand on joue du Chaos Space Marine, on a la bannière qui permet justement de proquer sur du 5. On a Prescience qui nous permet justement de passer sur du 4. Exactement. Et là, quand tu regardes les Space Marines de base, tu te dis putain de merde, c'est pas mal. Vraiment, tu vois. Donc plus tous les stratagèmes débiles d'avance, c'est-à-dire qu'incophonie mon cul et bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est pas mal. Aussi, et si je voudrais qu'on en parle, l'Obliterator perd 10 points, donc passe à 95 points pièce. Est-ce que tu penses que ça suffit à le sauver ou en tout cas à orienter les listes autour?
Moi, l'oblitérateur, j'ai toujours trouvé globalement bien. Après, en fait, c'est l'unité typiquement qui va frustrer le joueur qui aime pas la variance. Donc, très souvent, le joueur compétitif qui essaye d'éviter au maximum la variance. Maintenant, si on sait qu'on joue une unité qui est totalement gumball, qui peut faire le café en un tour ou potentiellement faire prout, mais qu'on l'accepte parce qu'on se dit que finalement, cette unité-là, le tour à la faire le café, ça va suffire avec son double tir, les combos qu'on va mettre pour sortir finalement assez de ressources chez l'adversaire. Pourquoi pas? Donc moi, l'oblitérateur, je l'enterre pas. Je trouve qu'une unité, c'est toujours très bien. Mais de 1, 2 ou 3? En 2, 3. Quitte à en jouer, moi je les jouerais toujours par 3 pour mettre tous les buffs qu'on connaît en Space Marine. Du chaos, aujourd'hui, tu l'as dit, de toute façon, le Space Marine du chaos, il se joue avec. Je mets tous les stratages, je mets tous les sorts. Une fois que j'ai tout mis, que je suis bon dans le dos, je te mets la totale. Et puis on voit ce qui reste après, quoi. Et si je t'ai assez fumé, t'es mal. Et si je t'ai pas assez fumé, tu vas me sortir. Dernier changement de coup en point, c'est le Lord of Skull qui prend 15 points. Faut croire qu'à Warhammer World, il y a un mec qui viole tout le monde avec le Lord of Skull, parce qu'il arrive nulle part ailleurs que Warhammer World. Et aussi, au niveau justement des unités Forge World, le seul changement de coup en point, c'est le Chaos Contemptor Dreadnought, qui lui, en fait, prend 10 points par canon fluide, donc 20 points, parce que c'était aussi très joué. Death Guard, SMC, et ainsi de suite. Exactement. Finalement, est-ce que le up vient des changements de coup en point qu'on vient de voir, mais le nerf vient pas du mono-détachement, mono-keyword, c'est-à-dire tu vas jouer que Emperor Children's, que Black Legion, puis tu vas jouer, tu sais, par exemple, du Red Corsair pour avoir TPC gratos, et ainsi de suite. T'as entièrement raison. Le SMC, c'est peut-être une des armées qui est le plus nerfée avec ça, parce qu'aujourd'hui, on voyait beaucoup de soupes, notamment des joueurs qui allaient prendre, par exemple, juste une petite patrouille avec Abaddon et 10 cultistes, parce que Abaddon à lui seul est tellement fort avec un prescience qu'il retourne tout ce qui touche aujourd'hui, et en contre-close, c'est une des meilleures unités du jeu, coût, efficacité, et qui derrière partait, comme tu l'as dit, sur l'Emperor Children pour avoir tous ces mécanismes de fiabilisation et tout ça. Donc c'est clair que là, il va falloir faire des choix. Si on veut continuer de jouer à Abaddon, ça veut dire qu'on est full Black Legion, et donc qu'on a plus ces stratagèmes pour pouvoir faire la charge automatique et ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire du Rhino avec 10 Space Marine de base dedans, super OP? Ok, on se projette pas comme les autres, mais finalement, quand on arrive au corps à corps, on rigole pas sur le couteau avec Abaddon derrière, et ainsi de suite. C'est dur de le voir aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, ce up du proc à 5 sur mort aux faux empereurs et ainsi de suite, fait pas que les SMC de base sont en comparaison avec les berserkers? Totalement, et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui il vaut mieux jouer des SMC presque de base en termes de ratio coût-efficacité, parce qu'en fait le berserker est toujours aussi fort. Je dis pas que c'est pas fort, mais il est cher, il meurt comme du SMC, et finalement presque il overkill souvent. Parce qu'il va frapper 2 fois, mais bon c'est rare. Et il a pas la latitude des actions, justement en étant trop super OP. Exactement. Donc je pense que clairement, si on veut faire du corps à corps, on va peut-être jouer des packs de 10, Space Marine du chaos de base dans un Rhino. Pourquoi pas mettre un équipement spécial, une griffe éclair sur son sergent, ça coûte pas très cher. Un Rhino Rage, 3 Rhino avec 30 SM qui te charge la gueule, même si c'est que 30 PV et pas 60, c'est n'est que 600 points. Bah oui, c'est pas très cher, pourquoi pas en jouer 6 avec Abaddon derrière, si on a envie. Après, il faut voir, il faut faire liste, alors il n'a pas fait, et puis il y a des oblitérateurs pour tirer. Enfin, il y a des choses à faire, voilà. Donc, mais clairement, il faut le voir comme de l'assistant. On continue dans le chaos, cette fois-ci, on va avec la Death Guard. La Death Guard, on voit des choses particulières. On voit que le Poxwalker a pris plus 1 point, ce qui est normal parce que dans Terminus S, toutes les listes débiles, c'était je joue du Terminator Bodyguard et un pack de Poxwalker. C'est la liste qui était sortie Day One par Navati, qui avait été copiée et qui marchait, mais voilà. On voit que par contre les Terminator Blightlord prennent 2 points, les Death Shroud Terminator, ceux que je viens de parler, prennent 5 points. Je pense que c'est Star Bodyguard aussi qui cherche de nerfer, même si elle n'était pas surexploitée en Death Guard. On voit que le Full Blade Spawn prend 15 points, et que justement les petites coccinelles, les Mephitic Blade Hauler, perdent elles 10 points, ce qui est plutôt positif pour elles. Mais le Plagueburst Crawler, quand tu vois que la Manticore, tout le monde en jouait par 2, prennent 10 points, eux tout le monde les jouait par 3, eux ils enlèvent des points. Alors, juste le petit bémol, c'est que la Manticore aujourd'hui bénéficie des rerolls potentiels avec les ordres, ce qui n'est pas le cas pour la Death Guard. Donc on va dire qu'on est dans cette même logique que ce qui est mécanisé et qui n'est pas corps ont des coûts qui sont baissés puisqu'on n'a pas tous ces rerolls potentiels. Là, effectivement, ce qui est un peu étrange ou dur pour la Death Guard, c'est que les Terminators étaient très 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 bons en Death Guard. Ils avaient un gros défaut, c'est qu'ils étaient très 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 lents. On va certainement moins les voir, surtout les Terminators de base qui prennent 2 points, ça fait quand même, je trouve, assez cher pour cette unité-là, qui n'était pas non plus une unité révolutionnaire, qui était bien, mais sans être non plus complètement broken. Le Full Blade Spawn qui prennent des points, c'est logique. Le Plagueburst Roller qui en baisse, c'est très bien, effectivement, pour la Death Guard. Le fait que les Mephitic, donc les petites coccinelles, baissent en coût aussi, c'est très bien. Les Pox qui montent en points, alors effectivement, dans certaines listes, peut-être que c'était bien, mais bon, aujourd'hui, en fait, c'était la troupe un peu évidente parce que pas cher, parce que ne fuit pas, parce que plein de choses qui faisaient qu'on les préfère au Plague Marine. Est-ce que l'idée c'est de monter les Terminators aussi pour vous dire évidemment si vous voulez jouer des choses un peu super OP impact, il faut jouer du Plague Marine
et arrêter de jouer que du Terminator et du Pox. C'est peut-être ça la logique qu'il y a derrière Games Workshop. Maintenant, moi, avec ce que je vois en coup en point, j'ai plutôt envie d'aller sur une armée full mecha, en spammant les petites coccinelles, en spammant mes Plague Burst Crawlers, en ayant pourquoi pas toujours des Pox, mais ils ont un peu augmenté, mais bon, finalement, avec les coups en point que je baisse à côté, je pense que je perds sur mon armée. Transparent. Voilà, et donc peut-être partir sur ce type-là d'armée et plus trop sur mes Terminators. Moi, je trouve ça globalement un peu dommage. La Death Guard, on le sait, c'est une armée qui souffre aujourd'hui, non pas parce qu'elle manque de tanking, parce qu'elle tank toujours aussi bien, mais parce que clairement, elle n'a pas le mouvement qu'ont d'autres armées. Et aujourd'hui, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais si on cherche une armée qui bouge vite, qui a moins 1 dégât et qui a potentiellement 5 plus no pain sur toute son armée, on va jouer du Drukhari. Avec du Talos, et c'est ce qu'on voit en tournoi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue la cabale qui va bien, alors c'est pas la cabale pour le calme, mais en tout cas qui fait moins 1 dégât, potentiellement du Feel No Pain, et en plus, je bouge vite. Et ce que n'a pas la J'ai de Drazar. J'ai de Drazar. J'ai de Drazar. Voilà, dis-le. Ouais, il m'énerve Drazar. Non mais voilà, donc c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu un acte manqué de Games Workshop pour la Death Guard qui aurait peut-être mérité juste des baisses en coût sur ses véhicules, peut-être pas sur les Terminators, pas d'augmentation. Bon, après c'est comme ça, à voir ce qui va sortir, mais peut-être que la Death Guard là ce sera vraiment du mécanisé, et ce qui est un peu, pour terminer là-dessus, dommageable, c'est que sur les scénarios, le mécanisé, ça n'a aucun intérêt en fait, ça ne permet pas de faire les secondaires ni certains primaires. Donc en fait, et ça fait cher l'action en fait en Death Guard. Si jamais tu es obligé de te rapatrier sur le Plague, ouais, ça fait cher l'action. Voilà, donc à voir. Mais là, comme ça, je trouve que vraiment, il sort pas grandi en tout cas de Chapter Proof. Yes, juste pour clôturer là-dessus, on précise aussi que côté Forge World, aucun changement de point, si ce n'est justement le Dread double kit, puisqu'il prend 10 points par un kit, donc 20 points. On passe maintenant au Thousand Sun. Pas de changement de coup en point par rapport au Codex, mais les scénarios jouent beaucoup sur la puissance du Thousand Sun. Le nerf du Thousand Sun, c'est comme les autres, on joue un monoculte. Là où on aimait bien jouer le culte de la duplicité pour se téléporter, plus une petite patrouille de culte du temps pour avoir ces Terminators qui ripop, voire 2 par tour, qui étaient très forts. Donc là, aujourd'hui, le TS va devoir faire un choix. Est-ce qu'il veut faire que du temps pour être très tanky ou de la duplicité pour avoir toujours ses TP? Moi, je pense qu'on partira plus sur la duplicité tout court, parce que beaucoup trop fort de pouvoir toujours se TP et ainsi de suite. Donc je pense que la duplicité, on verra plus le temps. Il y a moins de chances qu'on le voit. Ou sinon, sur des builds à base de je joue 60 rubriques marines super OP que je peux relever, que je t'envoie dans la tête tous les tours avec du warp time, enfin équivalent à double move, ainsi de suite, pourquoi pas. Là où tu as raison, c'est que pas de baisse en coup en point, alors que moi je trouve qu'aujourd'hui il est très bien placé. Beaucoup de super OP qu'on peut jouer relativement tanky, ce qui est très bon aujourd'hui avec ce nouveau Chapter Pro et ces nouveaux scénarios. Donc moi je trouve que le TS, pour le coup, là où la Death Guard sort de là un peu en boitant, je trouve que le test qui n'est pas touché, il sort de là plutôt fringant. Donc à voir comment ça va se passer, mais moi je trouve que pour le test, ça sent plutôt bon. Yes. On va passer maintenant au Chaos Demon, qui ont un objectif secondaire, qui on voit Be'lakor prend 10 points, le Bureau de sang de la Rage Infinie perd 10 points, on a le Lord of Change qui prend 10 points, les Darwin qui prennent 3 points, les Flamers qui en perdent 3, les Fleshhound qui en perdent 2, et ainsi que les Seekers et les Soulblinder qui en perdent 2 et 15 points pour le Soulblinder. Ah, ça va tout changer. Voilà, la méta-démon, les gars, je pense qu'on va faire une vidéo spécifique. Au niveau des unités Forge World, aucun changement de coup en point. Je crois que Game Workshop ne sait pas où ils vont avec les démons, mais d'un autre côté, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au niveau des rumeurs sur justement leur codex, c'est quand même celui avec le codex le plus près dans le temps qui a le plus de changements de coup en point. C'est très paradoxal. Effectivement, alors là, quand on voit les coups, aujourd'hui, on va dire la liste pure des mondes du chaos qu'on a beaucoup vu, c'était Be'lakor avec les vachettes autour, avec le Gatekeeper, full Slanesh pour avoir de l'avance et charge potentiellement, et un autre détachement à côté, dans lequel on pouvait trouver le Duc du Changement, intuable, qu'on connaissait, donc plutôt basé sur les démons majeurs. C'est vrai que les démons majeurs de cornes, et même les unités de cornes, c'est pas ce qu'on voyait les plus aujourd'hui, parce que beaucoup moins fortes, pas assez tanky, un impact ok, mais pas non plus phénoménal. Avec la petite baisse en coup en point, je pense pas qu'on les voit beaucoup plus. Les chiens, faudra voir, parce que les chiens, comme ils bougent vite, c'est bête, donc ça passe à travers les ruines. Pourquoi pas, ça donne de l'anti-psy. Est-ce qu'on aura envie de les jouer? Je sais pas trop, peut-être. Mais clairement, comme tu vas le dire, aujourd'hui, on a vu beaucoup ces armées du chaos un peu au début de cette V9, puisqu'il y avait assez peu de codex V9 à côté. Ce build Slanesh était quand même très fort, parce que très vite en impact chez toi, difficile à gérer tous ces démons majeurs, et puis relativement fort. Depuis quand même quelques temps, on ne le voit plus. Là, je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup plus.
Donc c'est pareil, c'est un codex où ils ont baissé des coûts sur certaines unités qu'on ne voyait pas, mais je pense pas qu'on les voit forcément beaucoup plus. Pour le coup, ils n'ont pas augmenté, si ce n'est le duc du changement un peu, mais les bâchettes, ils n'ont pas touché. Donc pas grand chose. Et Bellacor, qui a pris les coups en point, donc pas de grands changements. Et je pense que finalement, c'est pareil, ça va être une armée qui va pas beaucoup bouger avec ce nouveau Chapter Approved. Yes, on passe maintenant au Chaos Knight. Aucun changement de coup en point, si ce n'est les mêmes que pour les IK. C'est-à-dire que pour la partie Forge World, on voit que le Magera a pris 20 points et que les War Dog Morax, eux, ont pris 5 points sur le Lightning Lock et aussi sur le Volkit Vulcaire. Et c'est là où je trouve que le bas blesse. C'est en fait, je comprends pas qu'ils aient fait un équilibrage ISO alors que l'armée, certes, c'est des gros robots des deux côtés, mais c'est pas du tout la même chose. Non, c'est beaucoup plus fort en RK. Non, mais c'est clair. Tu sais, c'est vraiment, rajoute 5 points. Ouais, voilà. C'est les mêmes, c'est les châssis, les robots, rajoute 5 points. Ouais, Tu joues à ton jeu ou pas? C'est le même kit. Ils étaient avec leur bière. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ça 5, ouais, ça. Non, ouais, pourquoi c'est beaucoup plus fort pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est que on peut jouer, on va dire, le même principe que des maisonnées en IK, mais en RK, en fait, il y en a une qui s'appelle les Infernaux. Donc, c'est comme si on jouait, on va dire, Mechanicus, hein, en IK, sauf que les Infernaux, la règle, c'est qu'on peut perdre des points de vie pour gagner un bonus sur une arme. Et l'un des bonus qu'on peut donner à une arme, c'est plus 1 en force et plus 1 dégâts. Et quand on commence à les mettre sur justement ces unités Tesla, qui sont aujourd'hui relativement fortes, mais qui ont comme défaut d'être que dégâts 1, alors on se rappelle celle qui proc sur du 6, qui là passe... C'est 2 touches, pas une, mais 2 touches. Exactement. Là, on fait, alors c'est que sur une arme, mais bon, si sur cette arme-là on commence à faire des 6, on proc, c'est du dégât 2, force plus 1, donc ça va être de la force 7. Tout de suite, c'est plus du tout la même chose. Et donc, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus fort. Donc là où on va voir ce petit nerf sur les RK aujourd'hui, c'est qu'il y avait effectivement un détachement qu'on prenait en Inferno pour avoir ça. C'était notamment pour avoir les Morax qui tiraient avec la force plus 1 et dégâts 2. On joue un autre détachement la plupart du temps en Iconoclast, qui est un peu, on va dire, l'Imperium, si on devait jouer en côté IK, qui permettait d'avoir plus d'attaque quand on charge et plus un PA aussi quand on charge, et donc d'avoir ces autres unités de corps à corps là-dessus, on ne pourra plus le faire. Donc il faudra faire un choix. Maintenant, je pense que on ira peut-être plus sur l'Infernal toujours pour avoir ces tirs plus forts aujourd'hui, et tant pis si on close un peu moins. Mais en tout cas, ce qui est étrange, c'est que c'est le même équilibrage, alors que clairement c'est plus fort en RK. Et même chose au niveau, justement, la spéculation qu'on fait sur la sortie des codex, l'ère du chaos risque d'arriver avec, justement, on espère, démon plus SMC plus RK, enfin, pas dans ce sens-là, mais le fait est quand même qu'aucune visibilité sur le semestre au niveau des IK, or là, pas de changement de point. Donc, à voir si vous nous sortir une facture urgente à la sortie du RK en disant, t'inquiète pas, petit IK, mais je trouve qu'en tout cas, ce genre de châssis est inquiétant par rapport au nouveau codex quand on voit des châssis similaires. C'est le même commentaire, on va dire, que pour le reste. Ensuite, on voit Craftworld, mais Craftworld, aucun changement de coup en point, ou en tout cas, on est sur l'arrivée imminente Saint-Valentin d'un nouveau codex. On va ensuite avoir le Drukhari. Le Drukhari, la Data Slate, l'a couvert, donc même chose. On voit quand même un changement de coup en point au niveau de Forge World, puisque le Reaper perd 10 points et le Tantalus perd 30 points. Le Reaper à 160, clairement ok. Et par contre, le Tantalus à 280, je sais pas me positionner par rapport à Zwalier. Bah, certains le jouaient. Vendée Globe, tout le Vendée Globe. Non, mais certains le jouaient déjà, donc est-ce que du coup on va le revoir un peu plus avec ça? C'est assez difficile. Après, c'est clairement la méta, elle se tourne plutôt autour de tout ce qui est Vrax et ainsi de suite. Et donc je pense pas vu qu'il n'y a rien qui a bougé, je pense pas que ça va bouger la méta du Druka aujourd'hui. Donc à voir ce qui va sortir, mais je pense que clairement on va avoir la même méta en début d'année que ce qu'on avait en fin d'année. D'accord. Ensuite, on a l'Arlequin, comme quoi j'ai été médisant par rapport à l'arrivée éminente de ces petits messieurs pour la Saint-Valentin, puisque là, pour le coup, l'Arlequin, Star Weaver, il perd 10 points, donc il passe à 80, et le Void River aussi passe à 80. Donc, écoute, en tout cas, je trouve que c'est surprenant. J'aime bien la tentative de sauver le Void Weaver qui n'était pas joué. Non. Et qui ne sera toujours pas. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Pendant 2 semaines. On passe maintenant au Necron. Première modification aussi, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'au niveau de la structure d'armée, on a le droit, même s'il y a eu un nerf, donc sur cette fameuse histoire de détachement, mono-keyword et ainsi de suite, quand on prend un détachement auxiliaire super lourd, si le seigneur de guerre a le même mot-clé, même s'il n'est pas dans le détachement, alors ça nous rembourse 2 PC. Ça fait que le détachement auxiliaire super lourd qui coûtait 3 ne coûte plus que 1. Et dans le mine 2, on va peut-être revoir les monolithes, on va peut-être revoir justement les obélisques, on va peut-être revoir en fait justement toutes ces figurines-là côté Necron. Et c'est quand même un up qui est pas négligeable. Côté Necron, énormément de coups de baisse en points. On rappelle que c'était les grands gagnants aussi du Data Sky, puisque quasiment l'intégralité du codex était passé corps, donc base, donc c'est bien.
Ajoutez à ça que les Flayed Ones, qui étaient quand même une unité qui était passée base, qui voulait dire qu'ils étaient sujets à arriver à 3 pouces de l'ennemi via les volants et le stratagème qui nous permet de débarquer et d'être à 3 pouces de l'ennemi. Là maintenant, ils sont à 10 points pièce. C'est l'unité du jeu qui sature le plus. On peut faire quasiment 200 attaques avec un pack quand même. Et ça choque personne. On va ensuite avoir les Scorpion Destroyers qui eux vont perdre 5 points, passant donc à 30. On va avoir les Ophidian Destroyers qui eux vont perdre 5 points, passant donc à 30. On va ensuite avoir justement les Locust Heavy Destroyers qui eux vont perdre 5 points. Les Locust Destroyers qui vont perdre aussi 5 points. La Doomsday Ark, ça c'est bien, elle va perdre 5 points. Les Canoptech Doomstalker vont perdre 10 points. Côté volant, on va avoir le Doomside qui perd 20 points, le Nightside qui perd 15, je m'énerve, qui perd 15 points, bordel. Je viens de parler d'un combo qui permet de mettre les unités de corps à corps qui sont devenues base, parce qu'en fait, il faut être base pour être embarqué dedans, à 130 points, bordel. Ensuite, on va avoir, au niveau des Lord of War, où c'est là, pour moi, le vrai up, c'est pas tellement la baisse de coups en points, c'est surtout que ça coûte que 1 PC. On va avoir le Texerak Vol qui perd 50 points, le Silent King qui perd 30 points, qui lui on s'en fout parce que de toute façon il était Primarch, donc en fait il coûtait pas de points justement dans les détachements secondaires. L'Obélisque qui perd 40 points et le Monolith qui perd 30 points. Alors moi je trouve que le Necron pour le coup c'est celui qui bénéficie plus de Chapter Pro, on l'a vu jusqu'à présent. Nous on avait été super hypés quand il a data slate comme tu l'as dit sur le mot clé corps, et moi en tout cas c'est là où on se rend compte que parfois on a une vision à chaud qui est pas toujours ce qui va se passer ensuite. Je me suis dit le Necron, tout qui va être corps, des combos avec les personnages, avec les stratagèmes, on va avoir plein de choses et tout ça. Bon, finalement ça fait un peu prout, en tout cas en ultra compétitif, faut toujours voir que c'est comme ça qu'on essaie d'analyser un peu ce qui sort, et le Necron est pas sorti plus fort que ça avec le mot clé bas. Il y a des nouveaux combos, des nouveaux trucs, mais... que le Dataset est sorti que depuis 3 semaines quand même. Ouais, mais quand même, on a quand même pu le sentir que le Necron, il surnageait pas comparé à d'autres armées. En fait, c'est un up intéressant parce que même si c'est un up intra-codex, justement, en fait, il donne envie de jouer tout ce qui n'était pas joué. Et on voit que c'est tout ce qui est gros, tout ce qui est Destroyer qui a baissé les points, plus les Flyers, plus après les monolithes et ainsi de suite. Donc là, moi je trouve que c'est super bien parce qu'on a une unité, enfin en tout cas une armée qui est quasiment tout base. Tout ce qui est un peu gros avec du fort impact qui baisse dramatiquement en points, donc drastiquement plutôt en points, donc c'est quand même super. Non, c'est dramatique, tu peux le dire. En fait, non, mais moi je trouve que c'est génial pour le joueur Necron, qui quand même, il faut bien le dire, depuis cette sortie G9, il n'a pas eu un moment à lui où on s'est dit, waouh, le Necron, et tout ça, qu'est-ce qu'il est top, ainsi de suite. Il a tout de suite été un peu middle tier, et puis très vite un peu en dessous. Entre le mot-clé base, plus ce qu'ils ont fait, là quand même on sent que j'en dis, bon ok les gars, le Necron, on a peut-être un peu foiré quand on l'a sorti, maintenant on arrive, on fait quelque chose. C'est la meilleure armée pour commencer Warhammer 40 000. Ouais. Les meilleurs kits. Tous modernes entre guillemets, pas cher parce que justement ça fait partie des boîtes de base et ainsi de suite. Marge de progression énorme puisque tout est jouable avec un skill cap assez élevé quand même justement parce que tu vas pouvoir tout synergiser. Franchement c'est un codex qui est extraordinaire aujourd'hui. Et tu as bien résumé. Moi je pense que c'est vraiment une super armée pour commencer avec le SM. D'ailleurs ça tombe bien, c'est la boîte de base, mais on va dire c'est les deux codex un peu clés en main avec système de bulles, de stratagèmes, de corps et ainsi de suite. Je trouve que le Necron devient limite plus intéressant grâce à tous ces mécanismes. À voir. Après, en tout cas, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a une vraie baisse en points sur le codex global, plus le mot-clé base globalement. Je pense que là, vraiment, le joueur Necron... Le supérieur, en fait. Exactement. Il va pouvoir faire des listes, s'amuser, voir ce qui marche pas. Le Silent King qui baisse en points, ça rigole pas, parce que le Silent King, pour le coup, c'est une unité qu'on voyait déjà, qui était quand même jouée dans certaines listes, qui était vraiment forte intrinsèquement. Donc, des coups en moins, c'est très bien. Je vous avoue que j'aurais bien aimé voir la même chose sur Magnus. C'est pas le cas, tant pis, on le laissera où il est. Mais en tout cas, pour le Necron, c'est top, et je pense qu'on va avoir des belles listes Necron qui vont sortir. Tu vois, pour le Silent King, moi j'ai mis une réserve, je trouve qu'à 420 points, il est vraiment pas cher. Dans le sens où, il était déjà joué parce qu'il coûtait cher, mais par rapport à ce que tu mettais et ce qui synergisait, c'était bien. Là, il baisse, il met de base, donc tu vas pouvoir créer des nouvelles synergies avec lui. Tu baisses ce qui passe base, donc le double bonus, et tu baisses lui, triple bonus. Je pense qu'on va se retrouver avec des trucs un peu cons quand même, tu vois. C'est toujours dur à dire, mais parce que effectivement après sur ces fameux scénarios 2022, jouer une grosse figurine, c'est pas génial pour faire ses primaires, ses secondaires. Donc c'est toujours comme tout. Après il y a des arbitrages à faire, mais ça fait partie de ces unités qui ont besoin d'être un peu pas trop chères pour qu'on dise ok, je m'assois potentiellement sur des points que je pourrais mettre sur des unités super OP ou autre chose pour faire les secondaires, les primaires, ainsi de suite, parce que j'ai un gros impact. Elle répond à ça. On va voir ce que ça donne. Donc, toi, tu t'assois pas sur un monolithe. Sur le Bélisque. On passe maintenant, en parlant de s'asseoir dessus, sur les orques. Ouais. Les grands perdants de la Data Slate. Pour rappel, triplette interdit sur tout ce qui est écurie, c'est-à-dire escouade de véhicules.
Sous-entendu maintenant, on ne peut plus jouer que 3 buggy dans une unité ou 3 fois 1. Exactement. Énorme nerf. Les volants aussi, même si ça a été fait pour la mec, c'est quand même eux qui ont pris tarif. Mono-détachement, donc fin du multi-détachement à base de jeu plus 1 pour toucher sur tout ce qui va être du freebooter. Après, là où pour le coup, on n'a pas encore de recul sur quelque chose qui a été très fort, c'est que d'un côté on a le data slate et juste après on a le supplément White Dwarf avec la speedwag. Et là tu te dis, la speedwag était très 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 forte. Avec mes copters, j'arrive, je double move, je tire et je me casse, c'était pété de chez pété. Là, on va en parler, on voit que le Beast Boss en Squigozor prend 30 putains de points, ce qui est complètement justifié, attention. Hein. Il est pas trop cher à 160. Enfin, j'ai un peu peur qu'on le voit plus du tout, mais c'est quand même des unités qui sont des gros coups de poing dans ta gueule à base de mortel, de move et ainsi de suite, de double charge. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à lui. On voit ensuite que Mozrog a pris 15 points, mais c'est la même chose en fait, finalement, c'est exactement la même logique. Ensuite, on voit que les commandos ont pris 2 points, ça évite les listes cancer commando, puisque je rappelle que c'est une unité qui sont infiltrées au centre de table. Quand t'as le T1, bah voilà, au moins le fait de rajouter 2 points par des figurines que tu pouvais jouer par 5, 10, 15, 20, même plus parfois, c'est pas mal. Les Megadobs ont perdu 5 points. Les Mega Scrapjet ont pris 10 points. Double nerf, puisqu'encore une fois, ça fait partie des écuries de véhicules, là où le Squid Buggy ont pris 20 points. Ce qui est normal, hein. Les mecs n'avaient pas relu leur codex. Quand tu viens d'attacher, tu fais combien ? 90. 90 ouais. Ça fait combien 3D 6 tirs sans ligne de vue, PA force 5 moins 2-2 ? C'est ok. Non, c'est pas ok. Donc là, pour le coup, est-ce que le fait de les jouer par 3 plus... Non, 2d6 plus 1d6. Il y avait le gros et le petit. Okay. Donc, alors 18 et 24 pouces. Tu veux qu'on parle ? Parce que moi, on peut parler. Donc là, est-ce que c'est pas, mine de, un double nerf, qui est pas un petit peu triple nerf avec le mode de détachement, qui est pas un petit peu too much sur les Squid Buggy ? Je trouve ça trop dommage, mais on va en parler après. Très, très, très bonne nouvelle. On a les Battle Wagoons qui perdent 15 points. Ça fait juste un transport de 20 figurines qui peut passer Endurance 8 à 105 points. Pour le coup, je trouve que ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment ce qu'on attendait justement pour changer un petit peu ce Rhino Rush, enfin ce Taxi Rush, parce qu'on appelle ça comme ça chez les orques, chez Uber Rush. On a le Bone Breaker qui perd aussi 15 points, c'est normal, c'est Musashi, ainsi que le Gun Wagoon. Les Kill Rig, par contre, eux prennent 20 points. Complètement légitime. Quand dans toutes les listes, en jouant entre 1 et 3, bah, c'est que ça doit être nerf. On a les Kill à Cannes, et ça fait plaisir pour les listes grottes qui perdent 5 points, les Lutak qui en perdent 2, les Meggun qui en perdent 5, et les Flagites qui en perdent 2. Au niveau ensuite des unités Forge World, on voit que le canon Wagoon, ce qui est normal, c'est une extension du Battle Wagoon, perd 20 points, le Squigot en perd 20. Intéressant, le Squigot. Bon, c'est un gros rhino qui coûte quand même 170 points toujours. On a le Squid Gargantes qui perd 50 points, et on a aussi le Custom Stompa qui lui perd 50 points, qui bénéficie du buff aussi de se dire que, bon, c'est des super-héros qui sont beaucoup trop chers, mais qui ne valent plus qu'un point de commandement quand on les joue en accéléré. Globalement, alors, ce qui est assez amusant sur ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose, ils ont fait une data slate où ils ont cassé, on va dire, le build dominant orc à base de véhicules de partout, freebooter et ainsi de suite, pour, avec un chapter approve, rajouter encore des coups en points sur ces unités qu'ils ont déjà nerfées avec une data slate. Donc quand même, on se dit, au bout d'un moment, pourquoi pas avoir augmenté la data slate directement ces figurines-là de 30 ou 40 points, on les aurait pas revus, on aurait pu les spammer si on avait envie, mais bon, tant pis, on les spamme pas parce que c'est beaucoup moins fort. Là, je peux mettre une suggestion, Pourquoi est-ce qu'en effet, sur le data slate, ils ont littéralement pris les pages et ils ont donné gratuitement sur le data slate pour le Drokari et l'Admech, et l'Orc qui est toujours en top vente, eux, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a un lien de causalité. Qui peut savoir? Mais je trouve ça, comme tu l'as dit, pourquoi ne pas avoir fait sur l'Orc en fait? Exactement, donc là, clairement, c'est double punition. C'est en gros dire, bon, bah, ces figurines, vous allez arrêter un peu de les jouer. Hein. Même si on a fait une data slate, peut-être qu'il y en a eu qui avaient encore envie de les jouer, bah non, vous arrêtez. Voilà, c'est toi, t'arrêtes. Mais après, plus sérieusement, c'est toujours un peu dommage ce genre de choses. Après, ce qu'on voit quand même globalement, c'est que la méta orc va un peu tourner. On va peut-être repartir sur du méta, peut-être du Goff, avec des gros packs, du corps à corps qui va un peu aller vite dans du véhicule, pourquoi pas du Gazgul qui n'a pas été bougé et qui reste quand même globalement ok. Un bon peintre. Un bon peintre. Lui, une fois qu'il est arrivé, il met du temps. Mais quand il est là, on l'appelle monsieur. Hein, c'est ok, t'es là, très bien. Écoute, aujourd'hui je refais la cuisine, demain je refais le salon. Voilà. Tu vois, et ben tu fais comme chez toi. Hein, voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Après c'est vrai que le gros papa sur Squig, il méritait quand même ce coup en point. Alors c'est énorme, mais objectivement, quand vous l'avez déjà affronté une fois, vous vous rendez compte qu'il est très vite
Bah, parce que, comme tu as dit, il frappe très fort, mais en plus, il tank très très bien. Hein. Il a son -1 dégâts, il peut avoir des reliques derrière qui le surtankent, qui le surbuffent là-dessus. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose assez pénible. Ce qui est assez amusant, c'est que le Nob, en revanche, sur son petit Squig, qui est une unité qui est très forte, parce que justement, elle fait de la BM en chargeant, et puis après, si elle te tue, elle peut recharger. Il a pas bougé, lui. J'en ai, ouais. Ouais, comme les orques sur Squig de base, les Squigliers, ils ont pas bougé non plus. Donc effectivement, je pense que tout ce qui était méca, globalement, entre la data slate et les coups en point, leur ont mis très cher. Maintenant, ils ont, si on veut de l'anti-tank, il y a les Luta derrière qui ont baissé. Les commandos, ils les ont un peu augmentés, mais il faut quand même avouer qu'au-delà du fait de ce que tu as expliqué, hein, qu'on pouvait jouer par beaucoup de packs, c'est resté une unité qu'on pouvait placer tout de suite dans un décor et qui, dans un décor, a tellement de bonus qu'au bout d'un moment, elle devient très très forte. Et c'est vrai que je pense qu'en termes de coups en point, efficacité, tanking, ainsi de suite, elle était pas assez chère, donc là elle est pas mal. Maintenant, si on veut faire ces secondaires, on a toujours ces petits orques avec les roquettes qu'on peut toujours jouer, qui eux sont toujours très bien, hein, voilà, qui peuvent faire le taf. Donc globalement, je pense que l'orque va passer sur ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire de l'orque infanterie, avec pourquoi pas quelques véhicules pour les transports. Les méganobs, qui sont quand même, moi je trouve très très bons, parce que les méganobs, on peut les mettre avec un petit upgrade pour leur permettre de sortir des véhicules et charger. Ils ont perdu 5 points. Ouais. Voilà, donc ils ont perdu 5 points. Je pense que Meganob, on va en voir, parce qu'ils sont très bien aussi. Donc voilà, je pense que la liste orc, elle est pas morte du tout. De toute façon, il y a tellement d'entrées chez l'orc qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont juste changé le gameplay et ils ont cassé l'aspect débile du je te raster, et ça c'est vu. Ouais. Enfin, quand tu regardes avant le Data Slate, on a quand même un mec en finale de GT qui sort un Drukhari tour 1. What quoi. Et c'est très bien, le codex est clairement pas mort, c'est un codex qui est super riche, et on va juste jouer d'autres choses. Là où, si tu veux, je trouve qu'il y a une tentative de changer un petit peu le méta-tir. Le méta-tir va changer vers un méta, comme tu l'as dit, peut-être rush, corps à corps, et ça c'est très bien, infanterie, ça c'est très bien. Moi, la doléance que j'ai, c'est plus par rapport au Luta. Je rappelle qu'ils ont des armes lourdes, c'est de l'infanterie, donc ils ont -1 pour toucher, donc tu passes de 5 à 6, donc littéralement tu touches 2 fois moins, et je trouve que les passer de 17 à 15, c'est pas encore suffisant pour ça, et c'est dommage, parce que je rappelle que quand t'es dans un véhicule qui bouge, t'es considéré comme étant bougé, sans parler même de la zone, c'est juste que si ton véhicule bouge d'un demi-pouce, bah t'es niqué, tu touches à 6. Donc l'unité n'est pas sauvée et je trouve que c'est dommage. Après, pour aller un peu plus loin là-dessus, c'est que n'oublions pas, donc, comme on l'a dit depuis le début, hein, maintenant on est mono keyword, donc en gros on jouera que Goff par exemple, on jouera pas Goff et Bad Moon par exemple, pour avoir d'unité de tir Bad Moon et puis du Goff qui frappe. Donc c'est pareil, il va falloir choisir. Moi très clairement, moi je pense qu'on verra beaucoup de Goff. On verra des unités, très fort, voilà, du Battle Bagoon avec du Goff qui vous rentre dans la tête très vite avec plein d'attaques, qui va frapper fort, peut-être Gazgul au milieu, et je pense qu'objectivement ça restera très sympa. C'est une autre style de jeu orc, mais finalement, si on joue orc, c'est-à-dire qu'on a joué en 2021 avec ses véhicules, en 2022 on va jouer avec son infanterie, donc globalement si on collectionne l'armée, c'est quand même assez sympa de se dire qu'on va jouer deux types d'armées complètement différentes, hein, globalement. Après, je redis ce que je disais au début, ce que je trouve vraiment dommage, c'est ce double coup de batte de baseball sur l'orc, en tout cas sur ses véhicules. Au bout d'un moment, faisons qu'une fois, hein, pas besoin de le faire 2 fois, et puis dès le début, augmentons fortement les prix en points plutôt que de dire cette unité-là, tu peux plus la spam. Ce que je trouve vraiment regrettable. Yes, on va passer maintenant au prix de la Queen, et je vais être désagréable, les gars, je suis désolé. Les joueurs tyrannides, prenez du plaisir à jouer, je suis pas du tout là. Non, je suis pas du tout là pour. Le sel arrive. Non, mais objectivement, en fait, juste. Tu vois, il y a des moments où en fait il y a certains codex, il faut avoir la lucidité de savoir qu'en compétitif ils ne performent pas et en amical ils sont très frustrants. Le Custodes. Le Custodes, c'est un codex qui dans les débutants ça frustrait énormément parce que je touche à 2, je tank à 2, c'est stable. Voilà. En compétitif on ne les voyait pas, à part une moto, c'était une entrée, c'était le capitaine en moto d'un Eagle dans les soupes, parce que on avait appris à le gérer, où la surlétalité des listes optimisées faisait ta gueule finalement à ton tanking, et on en était là. Aujourd'hui, le tyrannide, tu donnes ça à ma mère, elle poutre 90% des joueurs compétiteurs français. Ouais, mais ta mère, elle a un niveau de jeu qui est quand même très élevé. Mais elle regarde la chaîne, voilà. Vraiment, c'est pas n'importe qui. Non, mais Marie-France, je suis désolé, le tyrannide, il y a un problème. Non, objectivement, il y a un vrai problème. On sent clairement que là, on a 6 mois de retard et que les suppléments n'ont pas été pris en compte, et ainsi de suite. Par rapport au tyrannide, on voit que il n'y a quasiment pas de changement de coup en points. On voit que l'Arthur Specs perd 15 points, tout comme l'exocrine, alors que l'exocrine est déjà fort. Même si il n'est pas priorisé dans les listes, le fait de voir que cette unité qui a 170 points, qui passe à 155, était déjà complètement forte, qu'elle s'adapte complètement justement à tous les suppléments, de jouer des figurines à plus de 3 pèves, à plus de 2 pèves, ça rentre dedans. Finalement, on a le Tyrannofex, il perd 15 points, c'est peut-être un petit peu plus justifié, mais on reste dans cette optique-là de jouer des gros monstres avec le supplément White Dwarf. Et derrière, on voit que l'unité qui casse le jeu, c'est le F-Guard. Il ne prend que 5 points, donc il ne change pas les listes. C'est-à-dire que par 6, il prend 30.
Et t'en jouais 6, 12, 18, tu choisis. Voilà, donc tu prends entre 60 et 90, la plupart du temps tu vas prendre 60 points là-dessus, c'est vrai que c'est pas énorme. En tout cas, c'est pas ce qu'il fera qu'on verra plus de Hiveguard, hein. Ça c'est sûr. Après, peut-être qu'on verra plus des listes à 18, mais déjà on en voit beaucoup moins, et on verra plutôt des listes de 12. Alors, ok, justement, on va aller un petit peu plus loin. Ce qui, justement, était très compliqué avec, justement, ces fameux méta-tyrannides à base, justement, il y a eu le supplément Léviathan. Ouais. On rappelle que Léviathan, ça permettait d'avoir un Feel No Pain et d'avoir énormément de choses, c'est-à-dire une full relance des touches sur une unité, blablabla. Et donc, avec ce supplément White Dwarf, ces créatures monstrueuses, justement, elles comptent pour un nombre de figurines correspondant à leur nombre de points de vie. Donc, finalement, quand tu l'appliques hors Forge World, tu te dis pourquoi pas. Mais quand tu regardes la Forge World et que tu as de l'endurance 8 et 18 points de vie pour, dans les 200 points, t'attendais un nerf en fait. Et c'est là où on voit finalement que le méta, enfin que ce livre a 8 mois de retard, c'est qu'on voit que le Démacaron est nerf, il prend 25 points. Mais alors que justement, là, depuis quelques mois, on voit le Hierodule, lui ne bouge pas, 275 points. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, donc en fait, le Tyrannie n'est absolument pas impacté par ça, sauf par le fait que maintenant on doit jouer Mono Keyword, et que finalement, on verra toujours du Léviathan, pour ce fameux stratagème qui transforme une unité super OP, pour le Feel No Pain à 6, pour tout ce qui fait que c'est complètement con, mais que, il reste au-dessus les mecs. À voir si on commence à avoir justement une sorte de nerf hammer dans les prochaines semaines. Je rappelle qu'aujourd'hui on a 76% de win rate au niveau justement du Tyrannide. Juste avant de te laisser la main, en fait, je voudrais étoffer mes propos parce que je me rends compte que je balance beaucoup d'informations, qu'il y a beaucoup de sel. Faut juste comprendre en fait pourquoi. Et même Achille se casse. Achille s'en va quand on parle des. Tyrannide, j'en ai marre. En fait, faut comprendre que si vous voulez un jeu où le mec n'est pas table dépendant parce qu'il tire sans ligne de vue et ignore cover avec la même unité, c'est très paradoxal d'avoir les deux listes, les deux choses en même temps. Où on va se dire en plus, donc finalement ça reste du tir. Je peux pas tellement l'outranger parce que derrière, voilà, je tire assez loin et ainsi de suite. On va pouvoir se faire impacter avec des gros monstres et finalement. Un double move sur ces gros monstres, ça t'arrive dans la gueule, et te dire, ouais, mais c'est pas grave parce que le gars, je peux l'écranter. Non, parce que ce mécanisme de double mouvement se fait à la phase de tir, donc on a l'opportunité de tirer sur ce qui écrante et ensuite d'activer un Swarmlord pour dire que tu double move. Il n'y a aucun contre. Et on passe littéralement plus de temps à sortir les figurines qu'à prendre son T1 dans la gueule. Non, mais objectivement, vraiment, je trouve qu'il y a un problème. On sent qu'il n'est pas content. Non mais objectivement, est-ce que tu as raison? Oui, le vrai problème, et on va revenir là-dessus, pour moi, il est double. C'est que Games Workshop a un train de retard parce qu'ils impriment un supplément, un chapter approve, qui fait que forcément, avec les délais d'impression, le temps d'écrire, ainsi de suite, on arrive forcément en retard par rapport à la méta actuelle. Et que clairement, ce qu'ils nous font, tu l'as dit, ils ont nerfé, entre guillemets, ce qu'on a vu pendant un petit moment, mais qui aujourd'hui n'est même plus d'actualité, parce qu'on voit autre chose, et c'est forcément lié au fait qu'on est sur des suppléments papier, et donc on a un train de retard. Premier problème. Second problème, c'est comme tu l'expliques très bien, c'est qu'aujourd'hui, Games Workshop a une politique où on sort plein de suppléments, même qu'on ait un codex ou qu'on n'ait pas de codex. Et aujourd'hui, le Tyrannide, il a effectivement un supplément qui est sorti dans White Dwarf. Donc déjà, il faut avoir acheté le White Dwarf pour pouvoir l'avoir. Ça va être passé à côté, dommage les gars, donc vous le trouverez autrement, mais bon, c'est toujours un peu frustrant de se dire qu'il y a un truc qu'on peut jouer dans un système compétitif. Si on n'a pas acheté son White Dwarf, on l'a pas. Moi, je trouve dommageable. Et on se rend compte que clairement, quand ils l'ont sorti, ils n'ont pas dû se dire que les joueurs allaient jouer du Forge World. À mon avis, ils ont dû se dire, ok, avec les unités normales que nous on fait, c'est à peu près ok, même si donner une 5+, invulnérable à tous ces monstres, moins un dégât à tous ces monstres, nombre de points de vie, enfin... On perd le voilà, mais bon, mais globalement, je veux dire rien que ça, déjà, mettre ces gros monstres à 5+ invulnérables et moins un dégât, rien que ça, déjà, c'est déjà très fort. Super OP. Qui compte pour un nombre de figurines pour un PC, mais qui compte pour suffire. Voilà. Donc c'est là où on se dit, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, ok les gars, c'est super fort avec les unités de base, mais ils ont pas dû dire, avec du Forge World, ça devient n'importe quoi. Donc c'est là où effectivement il y a un problème, c'est qu'il y a toutes ces sorties de suppléments qui sortent avant les codex, le fait que le chapter approve, il est imprimé, donc du coup il y a du retard, qui fait que globalement, quand tu lis ça, que tu vois où on en est aujourd'hui de la méta, quand tu vois aujourd'hui ce qui est joué chez le Tyrannide, et comme tu viens de le dire, c'est pas très sorcier, puisque globalement c'est... j'ai une unité qui me permet d'avoir +1 pour toucher, je les mets sur mes Hiveguard ils tirent sans ligne de vue, ils ignorent les covers, ils touchent à 2, potentiellement ils proc sur du 6, bon bref, je veux dire, il faut pas être le plus grand joueur de la Terre sans vouloir dénigrer, mais pour voir juste ce mécanisme de base, et qu'on peut pas contrer, comme tu l'as très bien dit, parce qu'ils s'en foutent des décors aujourd'hui avec les tirs, et en plus ils veulent nous se projeter chez toi, ils se projettent chez toi, et s'ils veulent jouer les primaires, ils mettent leur grosse bestiole à 18 points de vie, super OP sur un point, et vas-y, va me le prendre. Deux notifications à ajouter quand même.
ils ont un objectif secondaire dans le chapter approved. En plus, hein. Et en plus de ça, et là pour le coup c'est un nerf, c'est que comme maintenant certaines actions, on peut pas, les cartes de table, il faut être 3 figurines. L'Octavius, il faut jeter un dé et avoir un résultat qui soit inférieur à l'unité. Ça fait aussi que ces petites unités à 30-50 points, qui étaient justement les Death Sleepers et les Lictors, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est un nerf. Non mais, j'ai chié dessus, faut quand même dire qu'il y a un petit nerf de ce côté-là. Effectivement, maintenant, les cartes de table, si on est monstre, ça fonctionne. Donc, bon, après, voilà. Oui, ils sont passés entre les gouttes. Aujourd'hui, Chapter Approved ne rééquilibre pas ça. Est-ce que, comme tu l'as dit, il va y avoir un nerf hammer, ou en tout cas, un errata en expliquant que... les stats des tournois américains sont sortis le mois dernier, 76% de win rate. Même le Drukhari l'a jamais fait avant un nerf, tu vois. Non mais, objectivement. Mais pourtant, le Drukhari... on parle pas de n'importe qui, là, quand même. Hein, donc, bon, effectivement, à voir. Donc, c'est vrai que, pareil, c'est déceptif, mais c'est déceptif aussi parce qu'on est sur du plan papier, parce qu'au bout d'un mois, ils rajoutent trop de règles, même dans du White Dwarf. Arrêtez, les gars, de nous mettre des règles jouables dans du White Dwarf, ou sinon un truc fun. Voilà, why not? Un truc fun, pourquoi pas, mais des trucs forts dans des suppléments ou dans des magazines qu'il faut acheter. Ça crée cette frustration-là qu'on a aujourd'hui. Alors tant mieux pour le joueur tyrannide peut-être, et encore je suis même pas sûr que le joueur tyrannide s'éclate, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est tellement fort... Il y en a plein qui a 2 joues. Bah non, mais parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu bête, mais quand c'est trop fort, au bout d'un moment, bah, on se dit, j'ai même plus, entre guillemets... En fait, tu dois te retrouver à te nerfer, toi-même. Pour prendre du plaisir, pour qu'on joue au moins 4 tours. Donc bon, voilà. C'est vrai que c'est un peu dommage, à voir ce qui va sortir dans les prochaines semaines. Yes. Dernière modification qu'on va voir aujourd'hui, puisque le QG n'est pas impacté par ce supplément, c'est les fortifications. Donc déjà, on l'a parlé tout à l'heure quand on a parlé du décor Sistar. Maintenant, si vos décors payés en euros et en points ne rentrent pas, vous avez le droit de supprimer un décor. Ouais. On en parle rarement, puisqu'en fait, encore une fois, en Europe, on est sur un méta WTC, et qu'en WTC, les fortifications codex ne sont pas autorisées. Mais en règle Game Workshop, on va en parler. Donc là, on voit quand même que la ligne de défense Aegis a pris 20 points. Mais à côté de ça, l'Icarus Lascan a perdu 5 points et le Quadgun a perdu 10 points. Le Bastion a perdu 30 points. Et derrière, le Sky Shield Launchpad, donc en fait c'est la plateforme... Tiens, j'en ai, mais moi je la joue à Star Wars Légion. Parce que j'aime bien ce décor. Elle a pris 20 points. On peut dire que le Bastion, globalement, c'est celui qui est le plus intéressant. Comme tu l'as dit, en fait, on le voyait pas parce que c'était un peu parfois compliqué de le poser, hein, tout simplement, quand on joue en compétitif. Là où ça devient intéressant, c'est que tous ces types-là de décors, ça va dans du list building en se disant, est-ce que j'ai besoin d'avoir finalement un décor qui va me protéger une unité clé? Dans mon connect, je peux pas forcément le faire, et ça va être assez bien de l'avoir. Donc là, c'est pareil, ça ouvre de nouvelles listes, ça ouvre de nouvelles possibilités, ça ouvre une nouvelle réflexion. Tout ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est pareil, c'est dans son list building, dès le début, de se dire, ok, en fait, je me rends compte que cette unité est super forte, mais pour ça, il faut que j'ai un bloquant. Je me rends compte que ce bloquant, la plupart du temps, en fonction des tables compétitives, je l'ai pas forcément, ou en tout cas, je peux pas les planquer. Allez, je vais me le prendre, parce que même si c'est plus cher, derrière, je suis sûr de le poser où je veux, parce que quand même, on enlève le décor qu'on veut. Et derrière, bah, je me rajoute un bon décor qui casse des lignes de vue dans lequel je planque des unités. Moi, je trouve ça bien. Donc, est-ce que ça va changer le gameplay, c'est très dur de le dire. Mais en tout cas, c'est toujours une petite carte en plus. Et ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a, entre guillemets, 2 types de joueurs. Il y a les joueurs qui créent la méta. C'est-à-dire qui se creusent la tête, qui inventent des listes, qui font des tests, qui se rendent compte que des choses que personne ne joue, et ben finalement, dans le bon build, c'est intéressant. Et après, tu as les joueurs qui copient la méta, qui finalement arrivent derrière, et reprennent. Et moi, t'as ceux qui se plantent en essayant d'intégrer les speeders à leur liste et ça marche pas du tout. Donc, ils veulent créer une méta qui ne marche pas, mais ça, c'est normal, comme tout créateur. Au bout d'un moment, tout ne marche pas. Mais en tout cas, ça, je trouve c'est bien, c'est que les joueurs qui aiment se creuser la table, qui aiment faire des listes, qui aiment faire des tests, avec ça, ils vont pouvoir le faire. Là où j'aime ce que tu dis, en fait, déjà, au début de la vidéo, on a présenté les styles de jeu. Faut quand même imaginer que sur un méta frontline gaming, donc américain, où c'est toi-même qui dispose tes décors, t'es quand même capable de mettre un bastion dans lequel tu peux potentiellement mettre 3 unités de dévastateur. Non mais, c'est tout bête, mais en fait, vu que c'est des transparts et que maintenant tu peux mettre un nombre d'unités que tu veux dedans, on s'en fout. Il y a quand même des choses à voir, et comme tu l'as dit, dans l'optique de list building, ça ouvre des perspectives qui sont super intéressantes, quoi. Donc pour ça, c'est très bien. Globalement, quand même, vu qu'on est sur la fin du chapter approved, moi je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur qui est apporté sur certaines armées. Je pense notamment à Necron, je pense notamment à l'Orc, où là, on va avoir des listes différentes. Il y a peut-être un goût d'inachevé sur le Space Marine, et encore, faudra voir ce qui va se passer avec les scénarios. Exactement, il y a un gros goût d'inachevé, entre guillemets, entre le Drukhari et le Tyrannide, puisque le Drukhari aujourd'hui, bon bah on le sait, ça reste très fort avec un certain type de lui, mais qui n'a pas été bougé. Le Tyrannide n'a pas été bougé non plus, donc ça reste encore des armées très puissantes. Le TS, pour moi, passe entre les gouttes, entre les mailles du filet, et on l'a vu sur ce début d'année, il y a quand même des tournois, des majors qui ont été gagnés par des joueurs TS, donc on sait que le TS, c'est pas l'armée la plus jouée, mais elle se défend bien,
elle n'est pas impactée et les scénarios l'aident aussi, donc je pense que ça reste une bonne armée. Après, les autres codex, pour moi, malheureusement, ils bougent pas beaucoup. On aurait pu espérer peut-être qu'il y ait un peu plus de modifications sur certaines entrées. Comme tu l'as dit, c'est des modifications intra et pas intercodex, là où nous, joueurs, on aimerait qu'au bout d'un moment, il y ait vraiment cette vision globale du jeu et qu'un équilibre global, mais c'est aussi peut-être tellement difficile à faire d'avoir cette vision-là. À voir. Maintenant, je trouve que les fortifications, comme on vient de terminer, c'est bien. Que les niveaux chapitres, que les niveaux scénarios, c'est bien. Et les coups en point, globalement, ils se sont pas plantés, même s'ils ont 3 mois de retard. Je suis 100% positif par rapport à tout ce supplément. Que ce soit le chapter approve, que ce soit le supplément qui va sortir dans quelques semaines, ainsi que l'arrivée de certains codex, enfin, justement pour cette V9, on est globalement à 50% de la durée de vie de cette édition, et on est sur quelque chose de super. Enfin, vraiment, le jeu n'a jamais été aussi bien. Les codex entre eux, par rapport au ventre dur, justement, de tous les tiers, ça joue. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Ça va demander, surtout avec des armées très rincées dans un type de gameplay, je pense Soto qui va arriver, d'avoir des tables qui soient équilibrées. C'est évident. Maintenant, il va falloir aussi apprendre à jouer avec quand on n'est pas un compétiteur ou quoi, mais tout ça est globalement très 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 positif. Là où, comme tu l'as dit, par contre, moi j'attends pas de Nerfhammer. C'est-à-dire que je suis pas un petit con qui chie sur le tyrannide volontairement en disant, tu sais quoi, demain tu peux plus jouer ton codex, je suis content. Non! Il faut que tout soit jouable. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, le Necron, il est top pour ça, comme tu l'as dit. Là où, si tu veux, encore une fois, je trouve que le bas blesse, c'est comme tu l'as dit, il y a eu des choses qui sont passées à travers les mailles du filet, sauf qu'ils sont passés à travers les mailles du filet sur différentes choses. On le voit aujourd'hui, par exemple, le Drukhari, il est très fort par rapport à ses létalités, par rapport à sa mobilité, son attrition, son tanking, tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, si tu veux, ils disent un petit peu ta gueule à l'autre changement de structure d'armée sur les multidétachements, parce qu'en gros, si vous voulez, au niveau du wording, vous allez le voir, hein, c'était écrit au début, enfin au tout début, c'est vraiment, il faut que quand vous avez, entre guillemets, chapitre, ça soit le même chapitre. Sauf que, comme eux, c'est entre guillemets cabale, entre guillemets culte et entre guillemets coterie, ils s'en foutent. Il y a que quelques listes où on jouait justement de culte ou de cabale qui sont nerfées. Mais pour tout le reste et les listes puissantes, ils s'en foutent. Et donc pour moi, c'est plus ça. L'équilibrage des coups en point, c'est une chose. L'équilibrage finalement des secondaires, c'est une chose. Mais même sur la structure d'armée, ils s'en foutent. Et c'est là où je trouve vraiment que le bas blesse. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le Drukhari, globalement, il est peut-être moins anxiogène que ce qu'il a pu être. Oui. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, on a des nouveaux codex qui sont arrivés. Il faut voir où le custo se place, parce que le custo, quand même, globalement, c'est normal, il ne bouge pas en coup en point, mais les forgeons baissent beaucoup. Donc je pense que le custo, qui en plus se défend très bien avec les nouveaux scénarios, il va pas rigoler non plus. Le culte Genesteller qui vient d'arriver, il faut voir aussi comment il se positionne. Donc globalement, c'est assez difficile d'avoir cette vision globale. Mais là où je te rejoins effectivement, c'est qu'il y a quand même des petites choses qui sont assez obvious, qu'ils auraient pu bouger. Ils ne l'ont pas fait. Peut-être que, comme tu l'as dit, ça vient d'arriver parce que c'était imprimé il y a X mois et que dans quelques semaines, il y a un autre supplément, data slate, ce qu'on veut, qui va sortir et qui va rééquilibrer encore un peu plus le jeu. Maintenant, là où je te rejoins entièrement, c'est que cette V9 pour moi est la meilleure version du jeu, que ce soit sur cette volonté d'équilibrage global, sur cette volonté d'écouter les joueurs compétitifs qui remontent beaucoup d'informations, de se dire ce qui marche pas, sur la volonté aussi de faire un jeu entre guillemets équilibré avec des secondaires qui sont pas random, qui sont choisis par les joueurs, et donc c'est quand même nos propres choix qui parfois nous mettent dans la mouise parce qu'on n'a pas pris les beaux secondaires, on se rend compte que on perd parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Donc tout ça globalement quand même Games Workshop va vraiment dans une très bonne lignée, et je trouve que cette V9 est fabuleuse. Après, c'est normal quand on arrive avec ce genre de supplément, on s'attend à des choses que nous on aimerait, et puis après c'est toujours subjectif, parce que c'est ce que moi j'aimerais, ce que toi t'aimerais, ce que ceux qui nous regardent aimeraient, et donc forcément on est toujours soit très content, soit très déçu, mais globalement quand même, je trouve que ça va dans la bonne voie, et après moi si j'avais une espérance, c'est qu'un jour on ait ces suppléments-là, mais en digital, et que ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus réactif sur ce qu'on voit sur la bêta pour qu'on ait vraiment... On parle pas d'argent ici, on parle pas du fait du problème de mettre 30 balles dans 4 pages. Ça, c'est un autre débat. Mais au moins que ça puisse évoluer jusqu'à 2 jours avant la parution. Exactement. Et donc, quand tu payes tes 30 balles, t'es sûr que c'est percutant. Exactement, que ça reste payant, mais en format digital. Et puis comme ça, Games Workshop a, voilà, comme tu as dit, jusqu'à J-2, la sortie, pour évaluer, changer, faire des dernières modifications, et avoir quelque chose qui est vraiment au cordeau au moment où ça sort. Bon, en tout cas, c'est quand même bien. Moi, j'ai envie de retester des choses, notamment en Thousand Sun, même si les comptes pas bougé. Les Blue Angel, j'ai déjà fait plein de listes différentes, donc j'ai envie de tester plein de choses. Donc c'est aussi ça qui est super sympa avec un chapter approve, c'est que oui,
il y a des choses qui passent entre les mailles du filet, mais oui aussi, on a tous envie de retester nos listes, de refaire des games, et c'est un peu quand même le but de Warhammer 40 000 quand même. Donc ça c'est plutôt bien. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais vous mettre en description deux liens. Le premier c'est celui d'Alien 40 000 qui on espère sera mis à jour assez rapidement par rapport à ça, mais que vous puissiez faire vos listes. Au Super DK, vous avez toutes les informations qui ont été mises ici. Un grand merci à toi justement d'être venu. Le delta, un grand merci aussi à Retas qui m'a beaucoup aidé sur l'analyse et aussi justement sur les deltas des coups en points. C'est quand même un exercice qui est assez fastidieux. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, même si votre arme a augmenté en points. À commenter la vidéo, à la même si vous êtes tyrannide. Déjà si vous êtes tyrannide, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee, bien évidemment, si vous êtes content en ce moment. C'est important de nous aider, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.